Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Fred Jourdain, le fondateur de Blitz. Blitz, on dit Blitz Motorcycle ? Ouais, bonjour. Oui, bonjour Fred. Bonjour Mathieu, et on dit Blitz Motorcycles. Donc, ou Blitz en fait. Non, voilà. Tu dis comme tu veux. En fait, c'est parce que quand je vois ta casquette, je vois Blitz en gros et puis. Ah oui, il n'y a même pas Motorcycle. Il n'y a même pas, voilà. La gestion de marque, c'est terrible. Salut Fred. Donc, salut Mathieu. Est-ce que je peux te demander de te présenter ? Oui, alors j'ai 44 ans. Et je suis aujourd'hui, avec mon associé Hugo, l'heureux fondateur d'un garage. Donc j'ai les mains dans le cambouis en permanence. Et notre métier, depuis maintenant quasiment 8 ans, c'est de fabriquer sur mesure des motos pour les gens qui viennent nous voir et qui nous commanditent ce genre de travail. D'accord, fabriquer sur mesure. Bon, on va y revenir. Oui. Parce que c'est vraiment... parmi les motos les plus cool qu'on voit dans la rue. Non, c'est mon avis. Mais oui, voilà, j'allais dire, je te laisse seul juge de cet avis. Mais et je suis très curieux de voir pourquoi vous faites ça. Donc, tu as commencé, si je calcule bien, un peu après 35 ans, quoi, 36 ans. Oui et non, en fait. Tout ça, c'est un enchaînement de choses. Ça a commencé bien avant. J'avais déjà 26 ans, mais on était en l'an 2000, et je me dis que je vais passer mon permis moto parce que je roulais déjà sur des vieilles Vespa des années 60. Une, en l'occurrence, pas des, mais une. Et c'était mon commuteur du quotidien, c'est-à-dire que je fais tous mes déplacements pro et perso avec ça. Mais c'est un petit moustique, ce truc. Et dans Paris, ça commençait à se densifier. Mais les locaux de la société dans laquelle je bossais avait déménagé et j'étais à l'opposé de là où j'habitais, donc je devais traverser Paris sur un petit engin minuscule, invisible, inaudible. Et puis j'ai toujours un peu aimé les motos, j'imagine aussi. Donc je passe mon permis moto. Et donc à ce moment-là, je m'occupe du marketing. Quand tu dis que t'as toujours un peu aimé, t'étais pas non plus surfan, de loin, comme t'as tout le monde, comme n'importe quel. Mais comme tout garçon, en fait. Aujourd'hui d'ailleurs, je le remarque, comme tout enfant, même les petits, même les filles, quand t'es au feu rouge avec ta moto, et ben les enfants qui sont dans les poussettes, quand la poussette passe à ton niveau, t'as une tête qui sort et ils te regardent sans sourciller, comme si, je sais pas, ce qu'il y a des ultra basses ou des sons basses fréquences ou autres que eux entendent et pas nous, mais ils sont comme aspirés. Donc j'avais ça et j'ai grandi avec un père qui avait une petite moto qui s'appelle un Dax. Donc c'est une mini moto, tu connais ? Le truc du sud-ouest, j'ai l'impression. Mais totalement. Ouais, Dax. C'est comme un chapi. C'est un peu comme c'est même gabarit, sauf que c'est une moto pliable. En fait, tu replies les deux demi-guidons. D'accord. Et c'était les motos des campeurs et des gens qui avaient des bateaux. Puisque une fois replié, tu le mettais ou à l'arrière ou à l'avant du camping ou à l'arrière du bateau. D'accord. Et quand tu étais amarré dans un port ou que tu étais dans un petit camping pour te déplacer après quotidiennement pour acheter ton pain, tu prenais le Dax. Okay. Ça a été créé pour ça. Et mon père, nous on habitait en banlieue parisienne dans le 78 et je sais pas pourquoi, mais quand ma sœur est née en 76, il nous l'a raconté, il s'est acheté ça pour aller au boulot. Donc à l'époque, on habitait vers Versailles et il allait à Paris tous les jours sur ce petit Dax 70 cm3. Et moi, je me souviens très bien que, évidemment, l'oreille, même ma sœur, on reconnaissait notre père au bruit du Dax, parce que c'était un moteur 4 temps et pas 2 temps, donc pas comme le Chapi, avec un monocylindre très particulier, avec un bruit reconnaissable entre 1000. Et de nombreuses fois, il nous emmenait au tennis, à l'école. Et il était connu dans la petite ville où on habitait parce que mon père était un petit peu gros. Donc il avait une sorte de gros coupe-vent rouge avec un casque jaune sur lequel il s'était pas un aigle à l'époque. Et son Dax était blanc. Et donc il y avait que lui qui avait cette machine. J'en ai jamais vu d'autres sur un adulte à l'époque. Donc voilà, mon père était pas un féru de moto, il avait pas un blouson en cuir et il écoutait pas du rock'n'roll. Mais j'avais... tout petit déjà aimé cette idée de un peu cheveux au vent, parce qu'évidemment quand mon père nous emmenait au tennis, nous on n'avait pas de casque. On était devant lui, on tenait le guidon en bas, on avait l'impression de conduire, mais on n'avait pas de casque, et donc on avait les cheveux au vent. Et puis je te dis, je deviens parisien, le métro très vite m'ennuie, en tout cas me plaît pas,
Et donc, je m'achète cette vieille Vespa parce que j'avais le permis de voiture et pas moto. Donc, j'étais limité à 125. Mais du coup, tu bossais dans une boîte. Je bossais dans l'internet dans une boîte que tu as peut-être connue qui s'appelait Caramel. Ah, très bien. Voilà. Et je m'occupais du marketing. Oriane Garcia, exactement. Qui est celle qui m'a embauché. Vous étiez beaucoup? On était 22. D'accord. Voilà. Ah oui. Exactement. Et ensuite, il y a eu une fusion avec Spray, un portail suédois, parce que et Multimania. Lycos, non après. Exactement. Et donc ensuite, je me suis occupé du marketing européen pour la partie email de Lycos, puisque moi, je venais de Caramel. Donc Caramel était l'équivalent de Hotmail à l'époque en France. Et donc, ben voilà. Donc c'était quand même super, hein, parce que on était en jean basket, on avait 25 ans de moyenne d'âge. Et donc, ça me permettait notamment d'être en 2 roues. Parce que si j'avais été en costume, peut-être que j'aurais reconsidéré la chose. Pas sûr, mais peut-être. Donc, tu viens vraiment de la .com, toi, de la bulle. Ouais, moi, j'ai commencé en 99. J'ai fait 6 mois à la radio, chez Énergie, et un de mes clients, Caramel, m'a proposé un job, et j'ai dit oui. D'accord. Et je suis resté 12 ans quasiment dans l'Internet. D'accord. Et donc, arrivé en 2000-2001, je passe son permis moto. Et tu dis dans l'internet. J'ai toujours dit ça, moi. Pire, parfois, je dis même dans les internets. Ouais, bien ringard. Ok. Mais parce que j'assume. Voilà. C'était l'époque. Bah ouais, mais moi, je suis pas un natif de l'internet. Ouais. Moi, internet, j'ai découvert en 96 avec Netscape. Et il fallait 5 minutes pour télécharger une image. Ouais. Parce que le réseau, c'était 56 kilos. Je suis désolé. Non, mais je t'en prie. et donc voilà. Et quand je m'inscris au permis, je suis le plus vieux. Tous ont 18 ans. Tous ne parlent que de motos japonaises ultra performantes, des FZR, des je sais plus quoi d'ailleurs, des Hornet, si je me souviens des Hornet. Et moi, j'arrive déjà sur ma vieille Vespa. Et un jour, le prof nous dit, il s'appelait Eric, le prof, il me dit, mais toi, tu veux t'acheter quoi? Et je lui dis, je vais m'acheter la même moto que dans le gendarme de Saint-Tropez. Il me regarde, il me dit, c'est quoi cette moto? Je dis, bah, c'est une BMW, j'y connais rien d'autre, mais c'est ça que je veux. Et je me souviens, il me dit, mais tu vas t'ennuyer avec ça? Je fais, bah, non. Moi, si c'est ça que je veux, je m'ennuierai pas. Donc, je passe le permis et globalement, j'achète cette moto. Donc, une BMW R50 série 2 de 1961. Et pendant 3 ans, de 2001 à 2004, elle remplace mon scooter que je n'ai pas vendu, que j'ai encore d'ailleurs. Même la BM d'ailleurs, je l'ai encore. J'ai jamais vendu mes motos, mais bref. Mais je suis avec cette vieille moto qui ne démarre qu'au kick, qui doit pas dépasser le 80 avant dans le dos. Mais je suis l'aigle de la route, je suis bien, j'aime, et elle tourne très bien. Et comme j'ai fait de la mécanique étant très jeune avec mon père, parce qu'il avait créé un club de modélisme dans la ville où on était, donc j'avais déjà démonté des tout petits moteurs avec des toutes petites bielles et des tout petits pistons. Je connaissais un peu les principes de la mécanique. Je savais que ça se réparait, parce que j'avais déjà cassé des petits moteurs et on les avait réparés. Et mon père, et surtout d'autres, des potes à moi, me disent, quand même, conduire ça dans Paris tous les jours... arrivera bien le moment où tu vas tomber en panne et tu seras dans la merde. Et je me laisse convaincre par cette idée. Donc, je commence à me renseigner en me disant, mais qui peut réparer une moto de 1961 en 2001? Eh ben, il n'y a personne. Parce que tous ces métiers-là ont disparu. Et je me dis... Il n'y a vraiment personne. Dans Paris, il n'y a personne. Ah ouais. Le seul mec que je vois, il est au Lila. Autant te dire que quand je suis allé le voir, je me suis pas senti à l'aise. Ouais. Ouais, il avait vraiment la tête du mec qui te la met à l'envers. Vraiment. Et donc, je me dis, ok, soit je trouve un mec en qui j'ai confiance, mais où il faut que j'agrandisse mon cercle de recherche et potentiellement, je vais trouver un mec, je sais pas moi, à Chartres ou ailleurs, ou alors, je m'y mets et j'apprends. Et puis, j'en parle à mon père et mon père, d'un air un peu taquin, me dit, oui, c'est ça, ouais, bien sûr, tu vas apprendre la mécanique. Et ça me pique. En fait, ça me pique parce que je me dis, mais comment il ose ne pas me croire? Parce que toi, t'es quoi? T'es genre un universitaire. J'ai un bac plus 5, école de commerce. Voilà. Prépa bac C, prépa HEC, école de commerce. Donc, voilà. Donc, la mécanique, j'en ai fait de 11 à 14 ans le samedi au club de modélisme. Ça le fait marrer, quoi. Ouais. Ouais. T'es un peu bricolo quand même. Ah, j'étais fan de Lego, je suis ultra fan de MacGyver, j'avais le couteau suisse et tout. Mais tout le monde, mais je veux dire. Non, mais moi, je fabriquais les trucs. Avec mon père, notamment. D'accord. Tu vois, dans les exposés que tu fais en CM1, CM2 sur la maison du paysan au Moyen-Âge, l'histoire des nuages dans le ciel. Moi, j'arrivais, j'avais déjà 20 sur 20 parce que j'avais une espèce d'animation à chaque fois de ouf que mon père avait co-fabriqué avec moi. Enfin, moi, co-fabriqué avec lui. Donc, il avait les idées, il faisait tout. Et puis, les 20 derniers pourcents, je mettais la main à la pâte. Mais j'arrivais avec des maquettes de dingo à l'école. Et en fait, l'exposé en soi m'emmerdait. Mais fabriquer le truc, ça me passionnait. Donc, avec mon père, on a fait une maison
échelle, je sais même pas combien. Mais t'as arrêté tout ça, je veux dire, entre le collège et le... Bien sûr. Ouais, ok. Bah, bien sûr, parce que tu es dans un système scolaire qui te dit en gros, si tu es intelligent, enfin si tu as des bonnes notes à l'école, c'est même pas de l'intelligence. Si tu es académique, alors tu vas aller au bout de l'académie. Et c'est ce que j'ai fait parce que mes parents, les profs, ont dit, il faut qu'ils fassent ça. Et tu vas rien faire avec Clément. Alors que si tu es considéré comme pas bon académiquement, on va à l'âge de 14 ans, en 4e, te dire, ok, toi clairement, tu ne seras pas l'élite de la nation, alors tu vas être un manuel. Ce qui est horrible, parce qu'à 14 ans, dans la tête d'un enfant en construction, on lui dit, en gros, t'es le rebut de la société. Et tu vas être boucher, pâtissier, mécano, peintre en bâtiment, électricien. Plombier, ouais. Voilà. Et tu vas travailler avec tes mains, et ce sera ton fardeau. Parce que c'est comme ça que c'est présenté. En tout cas, moi, dans les années 80, c'est comme ça que c'était présenté à l'école. Ou je pense encore aujourd'hui, non? Je peux pas te dire, mais nous, je me souviens dans le collège où j'étais, il y avait ces 4e dites techno qui s'appelaient CPPN, un acronyme. Et ben nous, tout le monde dans la cour disait cours préparatoire pour nul. Enfin, ça allait là, quoi. Ouais. Et j'ai participé de ce truc sans me rendre compte, quoi. Donc non, j'ai plus jamais retouché un tournevis de ma vie. Jamais. Et puis, donc mon père, vraiment, pas cyniquement, mais enfin, moqueur, quoi. Très moqueur, me dit oui, c'est ça. Ça me pique, on est au mois de juillet, et là, je rentre dans les affres d'Internet et de la recherche d'un CAP en cours du soir pour adultes, option mécanique. Parce que, autant te dire que ça s'est pas fait en une nuit. Là, on est en quelle année? On est en 2001. Oh non, pardon, on est en 2004. On est exactement en juillet 2004. Et en gros, comme l'activité est assez ralentie en juillet-août, je vais pas mentir, hein, maintenant je peux le dire, mais je suis pas pris de vacances, mais j'ai pas beaucoup bossé. J'ai surtout passé du temps à envoyer des mails et pour cette recherche à plein de lycées, ce qu'ils appelaient des Greta. Donc j'ai navigué pendant 2 mois dans ces noms ultra barbares. Je suis allé à la FMCM, qui était une école pour adultes. Je suis allé aux arts et métiers, mais je trouvais pas ce que je voulais. Jusqu'au jour où je tombe, je sais plus comment, mais sur ce Greta, donc, je sais même pas d'ailleurs ce que ça veut dire comme acronyme, mais bref, d'un lycée professionnel à Villeneuve-la-Garenne, le lycée Charles Petier, qui propose des cours de mécanique aux adultes en cours du soir. Donc, j'appelle. Et je me souviens très bien, je tombe sur une dame qui me dit « Oui, bonjour, qu'est-ce que vous voulez ?» Donc, j'explique. Elle me dit « Très bien, pas de problème. Écoutez, la session de septembre, enfin, la session 2004-2005 commence le 9 septembre, disons. Et nous avons de la place, donc je vais prendre vos coordonnées, je vais vous faire un dossier que vous viendrez chercher. Ok. Nom, prénom, date de naissance. » Peut-être en juillet ou ouais, tu me dis. Ouais, je suis fin juillet, début août. Et là, tu es dans ton job et tu dis je vais faire des cours du soir de mécano. Sachant qu'avant, quand même, parce que je suis allé voir mon boss de l'époque qui était allemand. Il s'appelle Malte Pollmann, et ça, je lui rends grand hommage. C'est important, allemand, tu vas comprendre pourquoi. Parce que je me suis dit, waouh, va expliquer au mec que toi, tu as 50 gars sous toi. Tu es en charge de la stratégie du marketing pour tout l'email en Europe, et en fait, pendant tu gérais 50 gus, toi? Au total, oui. Ouais. Et que là, tu vas tous les soirs, en gros, comme les cours commencent à 18h, tu vas te barrer à 17h30 tous les soirs, pendant 1 an. Et j'avais préparé un argumentaire et des contre-argumentaires et tout ça. J'arrive dans son bureau et je le flatte un peu en parlant allemand 2-3 mots. En me disant voilà. Bon, on se connaît bien quand même. Hein, donc, il me sent venir et il me dit, il parlait très bien français. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Et je dis, est-ce que ça te dérangerait si je retournais apprendre un autre métier que celui qui nous lie aujourd'hui et pour moi? Et là, je m'attendais à, écoute, ça va être compliqué. Donc, j'étais dans les starting blocks. Il me dit oui. Et je fais, comment ça, oui? Il me dit, bien sûr. Il me dit, tu veux apprendre quoi? La cuisine? Je fais, non, la mécanique. Ouais, pas de problème. Et je dis, c'est tout. Oui. Qu'est-ce que tu attends de moi d'autre? Je dis, je sais pas, que tu essaies de me convaincre du contraire. Il me dit, pourquoi je te convainc du contraire? Parce qu'en Allemagne, ils font ça. Depuis longtemps. Et donc, je vais pour sortir de son bureau. Je dis, merci. Et il me dit, par contre, un truc. Comme on est en France, t'en parles à personne. Et je dis, pourquoi? Il me dit, parce que si jamais les gens apprennent ça, et qu'entre-temps, dans ton boulot, il y a la moindre couille, tout le monde va te tomber dessus en disant que tu es plus concentré et que donc tu n'es plus opérationnel. Et je prends ça en me disant, ok, il a raison. De toute façon, je n'avais pas envie de l'écrire sur tous les toits, donc personne ne devra savoir. De là est née d'ailleurs ma phobie des ongles noirs. Je n'ai jamais eu les ongles noirs, alors que là, tu vois, tout à l'heure, j'étais à l'atelier. Alors là, il est un peu noir, mais j'étais devenu hyper maniaque pour pas que ça se sache. Donc, j'avais jamais les ongles noirs. D'accord. Jamais. J'avais acheté ce qui n'est pas évident. Non, mais j'ai appris il y a plein de produits, en fait. D'accord. Et puis, il faut frotter fort. Et donc, j'appelle cette dame. Tu as les ongles propres? Oui, à peu près. Sauf un.
Mais non, mais globalement, ils sont propres. Hugo, mon associé, lui, c'est pas la même histoire. Mais il s'en fout. J'appelle donc cette dame et elle me demande de pré-remplir le truc par téléphone, prénom, nom, date de naissance, lieu de résidence, tout ça. Et puis elle me dit, votre niveau de formation. Et je dis, j'ai un bac plus 5. Et là, elle me dit, ah non, ça va pas être possible. Et je dis, comment ça? Elle me dit, parce que c'est un... Alors, je sais plus l'expression, mais ce diplôme est un ascenseur social. Donc, il faut savoir que c'est le CAP, hein, donc c'est le premier des diplômes, à part le... Comment ça s'appelle, ça, le truc que tu passes en troisième? BEPC. Le BEPC. Ouais. Enfin, le CAP, c'est le niveau le plus bas des diplômes en France. Et elle me dit, mais comme c'est une formation diplômante, vous devez, en entamant la formation, avoir moins que le diplôme que vous allez avoir. Et elle me dit, donc je suis désolé, je peux pas donner suite à votre demande. Mais vraiment, là, je suis abasourdi et il est genre 11h du matin et je lui dis, vous partez déjeuner à quelle heure, madame? Elle me dit, 12h30, pourquoi? Je suis non, pour rien. Je raccroche, je prends ma moto et je me perds évidemment 1000 fois dans Clichy, Villeneuve-la-Garenne, rue Clichy, Colombes. Il n'y avait pas Google Maps, quoi. Non, bah évidemment que non. Attends, on est en 2004. Et j'arrive devant le lycée, il est 12h moins le quart. Je rentre, le gardien, il est fermé, hein, le lycée. On est au mois de juillet. Donc je sonne, le gardien me dit oui, j'ai rendez-vous avec madame, je me souviens plus de son nom. Je viens récupérer mon dossier. Ah oui, d'accord. Donc il m'ouvre. Et je dis, c'est où le bureau? Donc il me dit, je frappe à la porte. Et avant de frapper à la porte, je prends mon téléphone. Alors à l'époque, on n'avait pas d'iPhone, j'avais un Nokia, moi, qui ressemblait à un dictaphone. Je frappe à la porte. Elle me dit oui, j'entre. Je dis bonjour madame, je suis la personne que vous avez eu en ligne à 11h du matin. Et je suis journaliste. Et je fais genre, et j'aimerais que vous expliquiez avec mon dictaphone branché la raison pour laquelle vous me refusez l'accès aux savoirs en France. Et là, elle panique. Non, mais c'est pas ce que je vous ai dit. C'est pas ça, c'est pas ce que je voulais dire. T'es un maboule. Mais non, mais ouais. Non, mais je suis. En fait, factuellement, je remets juste des mots différents sur ce qu'elle a fait. En me disant que je ne peux pas faire cette formation, elle me refuse l'accès au savoir. Ouais. Donc je ne mens pas, il n'y a pas de distorsion de la vérité, c'est juste. Ah si, tu n'es pas journaliste. Ça oui. Mais bon. Ça, là-dessus, j'ai menti. Mais je n'ai pas déformé ses propos. Oui, bien sûr. Et donc, elle commence à paniquer, tout ça. Mais vraiment, hein, je me souviens, elle était forte et elle commence à rougir. Donc, je me dis, ouf, a priori, il y a un truc là. Et elle me dit, non, écoutez, on ne veut pas de mauvaise publicité. Je dis non, parce que, évidemment, le nom du lycée Charles Petier sera cité dans l'article. Et elle me dit, écoutez, moi, je veux pas d'histoire. On va le faire, ce dossier. Je dis d'accord. Donc, je range mon téléphone / pas dictaphone dans ma poche. Je m'assois et je me souviens très bien donc elle remplit. Elle est, à ce moment-là, elle est plutôt calme. Elle devient très sympathique, évidemment. Mais vraiment, puisqu'elle était vraiment sympa en vrai. Après, je lui ai avoué. Hein. Et elle me dit, bon, alors maintenant, il va falloir qu'on remplisse une demande de bourse. Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, parce que il faut payer 150 €. Je dis, mais par mois? Elle me dit, non, à l'année. Je dis, alors non, on va pas faire de demande de bourse, non. J'ai pris mon chéquier, je dis voilà, je paye 150 €, je peux me le permettre. Et à partir de là, le X septembre, je crois bien que c'était un 9 septembre, j'ai rendez-vous à 18h au lycée Charles Petier. Et je me souviens, je rentre dans ce lycée, cette fois-ci je vais dans la partie réservée à la mécanique, donc c'est un énorme atelier dans lequel il y a 2 classes, avec des parois en verre. Je ne connais aucun des messieurs qui sont là, parce qu'il n'y a que des messieurs. On n'est que 2 blancs. On est 12, il y a 2 blancs. Les 10 pas blancs, ils parlent pas français. Je crois qu'ils étaient les Africains. Ouais, ils étaient maliens. Black. Donc maliens. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. C'est pas c'est pas des rebeux ou des. Non. Peu importe d'ailleurs. Non, mais c'est pas des Sud-Américains. C'était juste pour. C'était des Maliens. On est dans de l'audio, donc. Non, mais je crois de mémoire que c'était des Maliens parce que alors. Je crois que mon père m'avait dit ça parce que moi je suis né en Afrique, il a vécu lui-même 25 ans en Afrique et il y a un jour je me souviens de lui avoir dit papa, quand on a cours et que le prof explique un truc, je ne comprends pas pourquoi tous les mecs se collent à moi, mais c'est pas ils mettaient leur tête sur mes épaules et ça me gênait cette promiscuité et il m'a expliqué qu'en Afrique c'est un signe de déférence. D'accord. Quand tu fais ça, c'est que tu respectes l'autre. Par exemple, il me disait, lui, en Côte d'Ivoire, pour se dire bonjour, on se colle le front l'un contre l'autre. Donc, les rapports, tout ça pour dire que... C'est intéressant. Les rapports physiques n'étaient pas les mêmes. Et bref, on s'assoit,
Donc tu pars pour combien d'années d'études? C'est 1 an. 1 an. Cours du soir. 8 mois, quoi. Enfin, 9 mois, une scolarité. Ok. Et arrive un type en blouse blanche, en blouse bleue de travail, un peu longue, genre années 50, avec bien sûr tous les stylos et le pied à coulisses dans la poche. Et il pousse une table, et sur cette table, il y a un moteur de voiture, j'imagine une 4L ou une Renault 5, mais un moteur école, donc un moteur qui est coupé à plein d'endroits avec de la peinture pour montrer le cheminement de l'huile, et puis pour que quand tu fasses ton moteur, on voit la montée et la descente des pistons. Il dit bonjour, je suis monsieur Lafolie. Je suis votre prof de mécanique. Et à ce moment-là, je te jure que c'est vrai, j'ai été traversé par une certitude pour la première fois de ma vie, et donc j'avais exactement 30 ans, puisque j'ai entré en 2004, je suis en 74. Pour la première fois de ma vie, j'allais apprendre un savoir qui m'excitait. Pour la première fois de ma vie. Et je l'ai senti tout de suite. Et donc pendant 1 an, à 17h45, alors j'arrivais beaucoup Et du plus coup, tôt. tous les autres qui étaient avec toi, donc tu avais donc vous étiez combien? 12 de mémoire. 12. Ouais. Et ils bossaient tous la journée. Donc il y en a qui étaient... Tous mécanos. Alors, Ah, tous. ils étaient mécanos et tous, savaient d'accord. démonter, remonter un moteur. Ah, toi, et les toi, yeux fermés. toi, Et moi, t'es je sais chez rien Caramel, quoi. Chez Spray, ou comment ça s'appelait à l'époque? Chez Lycos. Lycos. Va chercher. Donc, tout de suite, on parlait bougie, arbre à cam. Je savais même pas ce que ça voulait dire. Et eux, alors qu'ils parlaient pas français, Ouais, c'est ça. Donc toi, ils tu leur... savaient. Et à un moment, je me souviens très bien, au bout de 15 jours, on a eu un premier Ils exercice se foutaient de ta gueule, du coup, non? Un peu? Non, pas du tout. Ah non. Au contraire, ils me montraient les trucs. Ouais. À la fin, ils m'appelaient... alors, au début, ils m'ont appelé Toubab, ce qui veut dire blanc. Ok. Et après, ça voulait dire magicien blanc. Comment ça s'appelait? Ah, j'ai oublié. Et ils te... Et non, parce qu'en fait... Ils se connaissaient, eux, non? Certains. 3 groupes. Ok. Pas 3. Et ils n'avaient aucun diplôme. Ils étaient traités comme des chiens dans les garages parisiens. Ouais. Les mecs n'étaient même pas au SMIC, pas déclarés, rien. Eux, ils avaient besoin de ce diplôme pour Ce que j'allais dire, ils n'étaient pas déclarés. Non, ok. du tout. Ils avaient des papiers quand même pour avoir l'école, j'imagine. Et Ok. voilà. Très bien. Et en fait, je me suis mis à dévorer ça, quoi. Mais à dévorer. Pour la première fois de ma vie, j'ai dévoré du savoir. Je ne l'avais jamais fait avant. Et donc, du coup, tu fais tes journées chez Lycos. Ouais, j'arrive à 8h30 du matin. Donc, quand Tu viens un peu plus tôt, du coup. 2 heures plus tôt, parce que les gens commencent à 10h30 dans l'internet. et je bosse. Et je fais les Et ça mails. te fait chier? Non, pas du tout, j'adore. T'es content de tes journées? Enfin, t'adorais encore, ouais, ton truc. Pour te dire, le vendredi, c'était la journée la plus folle. À l'époque, j'organisais en plus... Alors, je faisais un sport qui était du hockey sur roller. Et j'avais entraînement le vendredi. Et en plus, derrière, après, moi, j'organisais des soirées. Donc, j'étais un peu RP dans une boîte de nuit à Paris. Donc, je commençais à 8h30 au bureau. À 17h30, je fermais tout. Je partais à 17h45 pour être à 18h en cours. Le vendredi, je quittais plus tôt pour pouvoir rentrer chez moi, prendre mon matos de hockey, donc mes 18 kilos là, et retraverser Paris pour aller dans le 13e faire mon entraînement. Je rentrais chez moi, ça devait être la deuxième douche de la journée pour me préparer. Et à minuit et demi, j'étais devant la boîte de nuit, et j'accueillais mes copains pour leur dire, ce soir on s'amuse et tout ça. J'allais me coucher à 4h du matin, j'ai jamais bu, jamais fait de ma vie, moi. J'étais à l'Évian, Grenadine, en boîte de nuit. Et à 9h du matin, j'étais sur les patins pour les matchs par équipe qu'on faisait en championnat à l'époque, en National 2. Voilà. Donc j'avais des semaines excessivement remplies, mais alors, mon Dieu, qu'est-ce que c'était bien. Parce que tous les soirs, quand je me couchais, j'avais appris des trucs, et surtout des trucs que j'aimais. Et c'est ça qui était le plus important. Et en fait, j'ai découvert le pouvoir du savoir qu'à ce moment-là, en fait. J'ai jamais été fan de maths, par exemple. Je suis bon en maths, mais je suis pas fan de maths. Ouais. La mécanique, j'en suis fan. Le mouvement, la recherche de panne, la systémisation, et puis surtout trouver la solution. Et donc, très vite, ce prof, Laurent Lafolie, je lui dis, voilà, écoutez, vous avez des vieilles carcasses de voitures à réparer. Moi, ça m'intéresse pas. Donc, juste pour comprendre, t'apprends sur des voitures, Au départ, moteurs oui. de voitures. Exactement. Je veux dire, c'est pas une spécialité, la moto. Non, pas du tout. Non. Et donc, moi, je lui dis, voilà, moi, je vais être honnête avec vous, je suis là pour le savoir, le diplôme, je m'en fiche. Et en plus, moi, je suis fan de moto. Et il m'aurait dit oui, quoi qu'il arrive, mais en plus, lui était un plutôt bon pilote de moto GP. D'accord. Ah Donc, oui. il avait une VFR 750, une espèce de missile sur pattes. Il conduisait, il m'a montré des vidéos qui étaient assez folles de lui à l'époque sur circuit. Et du coup, juste, attends, pour prendre un petit peu de recul, là, tu fais ça avec aucune idée business derrière la tête, avec juste l'idée de te dire, si jamais je tombe en panne avec ma BMW R50 série 2 1961, je saurais me réparer. Tu sauras te réparer. Ça, et
le fait de me dire à 60... Et je voudrais quand même montrer à mon père que... Non, que- non, pas du tout. Non, mais ça, et le fait qu'à 60 piges, je me dis, je veux pas être le gars qui va se lever, attendre devant la télé toute la journée que le soir arrive. Parce que ça, c'est pas moi, ça. Ça ne sera jamais moi. Et donc, je m'étais dit, quand la retraite arrivera, si elle arrive un jour, j'aurais entre-temps trouvé le moyen de m'acheter un petit endroit, un petit truc, un petit garage, je sais pas où, dans le monde, quelque part, avec mes petits outils à moi que j'aurais accumulés. Et là, je ferai que ça. Mais pour moi. Il n'y aura plus de moteur thermique quand tu auras 60 piges. Qui sait? Ça sera interdit. Ouais, mais c'est ça qui est bien. Quand ça sera interdit, ce sera encore mieux. Et en fait, mon plan, c'était juste me trouver une espèce d'échappatoire à l'ennui de la retraite, je crois. Enfin, pas je crois, je sais que c'était ça. D'accord. Voilà. Et donc, je reviens à Laurent Lafolie. Voilà, oui, et je lui dis à Laurent, écoutez, est-ce que ça vous dérangerait pas que plutôt de travailler sur une voiture, je travaille sur une moto, pas du tout. Il me dit, t'as un truc en tête? Je dis, oui, j'ai vu une annonce d'une vieille moto anglaise, là, de 63, non tournante, et j'aimerais bien la remettre en marche et peut-être même lui changer l'aspect parce que j'ai vu qu'ils vendaient un kit en Angleterre, tout aluminium, et il me dit, oh, pas de problème, vas-y. J'achète la moto à un ancien mec de la DGSE. C'est drôle. J'achète le kit en Angleterre, je me fais tout livrer et j'emmène la moto et ses cartons de toutes les pièces, garde-boue, réservoir, selle, guidon, au CAP. Là, on est au mois de, je sais pas, octobre-novembre. Et à partir de là, je travaille cette fois-ci pour ma moto. Et avec ce prof, Laurent Lafolie, on a refait tout le moteur, toute l'électricité. Arrive le CAP, donc on le présente. Parce que nous, les adultes, on n'a pas 2 ans, on a 1 an pour le présenter. Enfin, on peut choisir de le présenter au bout d'1 an. Et comme on n'est tous pas trop mauvais en mécanique, et en dessin industriel, et en je sais plus quoi, il y avait une autre matière, j'ai oublié. Ils nous ont tous dit, les profs, oui, présentez-le. Ça sert à rien. Le faites pendant 2 ans. En 1 an, vous l'aurez. Donc, on l'a tous eu d'ailleurs. Donc, on présente, mais moi, ma moto n'était pas finie. Donc, je me souviens que je suis revenu au lycée à la fin du mois de mai 2005 pour finir cette moto quand même. Ce qui fait que je reparte avec, quoi. Et je me souviens très bien que ça devait être Du coup, tu y allais, t'étais tout seul ou comment ça se passe? Ah oui, alors non, parce qu'ils avaient une équipe, un super projet qu'ils avaient en interne à l'époque, c'était une équipe de rallye sur un Toyota Hilux, je crois, des années 80. Et évidemment, l'équipe de maintenance mécanique, c'était que des élèves. D'accord. De 16 à 18 ans, par contre, des élèves du jour. Okay. Et donc là, eux, ils préparaient Ah oui, parce que toi, t'arrivais dans l'atelier après les élèves du jour. On n'était que 12, nous. Ouais. Mais dans la journée, il y avait peut-être 800 élèves dans ce lycée. Et ils en avaient une dizaine qui avaient été identifiés comme étant motivés, sympas, machin. Et donc, toute l'année, eux, ils préparaient ce véhicule. Et au mois de mai, il n'était pas fini, ce véhicule. Donc, moi, j'y allais, toujours vers 18h. Mais là, cette fois-ci, les élèves restaient plus tard, ultra motivés pour travailler. Donc, j'étais avec eux sur ma petite moto. Et arrive le moment où la moto est finie. Donc, elle est belle, Et Laurent Lafolie me souviens, me dit, bon, on va la faire craquer. Je me souviens de ce mot. Putain, alors je me dis, je suis sûr de rien là. Il me dit, on verra. Il dit, au pire, on recommencera. Et il prend une bombe un peu d'aérosol d'un produit dont j'ai découvert les vertus à l'époque. Maintenant, je l'utilise plus, mais ça s'appelle le Star Pilot. C'est une sorte de produit très inflammable que tu balances dans le carburateur pour enrichir ton mélange. Parce que quand tu as un moteur qui a pas tourné depuis très longtemps, pour que l'explosion soit un peu plus franche, tu balances ça. C'est un additif. Faut pas le faire trop, sinon tu abîmes le moteur, mais je sais pas si tu as vu un peu Mad Max Fury Road. Le dernier. Le dernier. Ouais. Tu te souviens au moment quand il crache de l'essence en plein dans... Bon, c'est un peu ça. D'accord. Voilà. C'est pour booster un peu ton démarrage. Et donc, il met ce truc-là. On met le contact. Il n'y a pas de démarrage sur cette moto. Il n'y a qu'un kick. Et il me dit, vas-y. Et j'ai la jambe qui tremble. Je suis pas bien, mais vraiment. Hein. Vraiment, parce que je me dis, le moteur va se bloquer. Le kick va remonter dans le genou. Le moteur va exploser. Et puis, je fais un coup de kick qui se passe rien. Il me dit, vas-y encore. 2 coups de kick qui se passe rien. Et au troisième coup de kick, la moto démarre. Dans un panache de fumée, j'étais toute blanche, parce que quand tu remontes un moteur, tu remontes tout à l'huile. Donc toutes les pièces sont imbibées d'huile. Et cette huile, elle va forcément brûler dans les premiers temps. Et c'est une fumée très âcre, très blanche, très, très collante. Et donc j'envahis l'atelier de fumée blanche, mais je suis Superman. À ce moment-là, j'ai des frissons, j'ai une décharge d'adrénaline, t'as pas idée. Combien de mois t'as bossé? 6 mois sur cette moto? Ouais, à peu près. Ça. Mais surtout, c'est la première fois que je redémarre une moto que j'avais achetée qui était morte. Et un moteur, tu le démarres pas, sur le banc? Ouais. Pas. Alors, les moteurs de voiture, tu peux. Déjà, il faut un banc. Et puis là, il n'y avait pas de banc pour moteur de moto. Donc, non. Et puis,
Il savait très bien ce qu'il m'avait fait faire. Ouais. Il savait il y a un côté, il y a- il savait qu'on avait bien bossé en fait, mais il m'avait rien Mhm. dit, ce prof. Et je te jure, là tu m'aurais dit, écoute, je sais pas, inverse le sens des rotations de la Terre. Je te dis, bah bien sûr, ouais, bien sûr, je m'en occupe, t'inquiète. Parce que j'étais omniscient, omnipotent. Seul, avec l'aide de ce prof, évidemment, sous la houlette de ce prof, j'avais redonné vie à quelque chose qui était donné pour mort. C'est quand même fou comme pouvoir. C'est-à-dire que t'as pas créé qu'un objet, t'as créé un objet qui vibre, qui Tu sent. l'as payé combien cette moto? Tu te souviens? C'était déjà des euros, j'ai dû la payer 1800 euros. Ah, quand même. Oui, parce que c'était une vieille moto anglaise de 63, donc elle avait une petite cote. Ok. Et Tu l'as encore, du coup? bien sûr, j'ai jamais vendu. Tu l'as en une photo quelque part? Elle est sur le site. Ok. C'est la seule Royal Enfield qui soit sur le site. D'accord. Et je l'ai même utilisée. Hein. Et donc, je suis, mais tu sais, quand tu as ce moment d'adrénaline pure, pas lié à la peur, mais lié au bonheur, quand, je sais pas, si tu aimes les sports extrêmes et que tu fais un énorme saut dans le vide ou j'en sais rien, moi, je compare ça à une équipe de France qui gagnerait la Coupe du Monde ou les handballeurs, au moment où, du coup de sifflet final, quand ils savent que c'est eux qui sont assis sur le toit du monde, je pense qu'ils ont une sensation de surpuissance absolue. C'est-à-dire que c'est eux les patrons. Ben là, moi, j'étais le patron de ma vie. Et personne d'autre ne pouvait venir m'emmerder. Et j'ai un réflexe. J'appelle mon père. Sauf que il est 20h30 et je pense qu'il avait déjà éteint son portable. Donc, je tombe sur la messagerie. Alors, ce que je fais, c'est que je prends le téléphone, je le mets au bout du pot. Et avec l'autre main, j'accélère. Et c'est le seul message que je laisse. Et je fais la même chose avec mon meilleur ami, Mika, qui est toujours mon meilleur ami. Pareil, je tombe sur la messagerie. Et donc, je fais pareil. Je mets la moto, le téléphone au bout du pot et j'accélère. Juste ça. Et je savais qu'il comprendrait parce qu'il suivait mon parcours au quotidien. Donc, voilà. Et puis après, je suis rentré avec. Et donc, j'ai conduit la moto que j'avais ramenée à la vie. Ça a été le plus court ride joyeux de ma vie. Parce qu'après, j'en ai eu des très longs, des rides et joyeux. Mais là, entre Villeneuve-Langueren et chez moi, il doit y avoir 8 km. J'étais Laurence d'Arabie. Je te jure, Laurence d'Arabie. Puis en plus, c'était fin mai, il faisait beau, il y avait plus de voitures, donc j'étais le long de la Seine sur les quais. Oh, j'étais, mais en joie. En joie. Je vais faire un partenariat avec une auto-école une moto-école parce que je pense qu'à t'écouter, tous les gens qui écoutent ce podcast qui n'ont pas le permis vont vouloir le écoute, passer. non mais après c'est une façon d'envisager la moto, tu vois. Ouais. Jamais je te vais parler de vitesse, jamais je vais te parler de casque intégral, de gants coquets, parce que c'est pas mon truc. Ouais. Moi, mon truc, c'est juste de chevaucher un objet que tu as fait. Et même si personne le trouve beau, tu t'en fous parce que toi, tu le trouves beau. Faut savoir que au-delà de sa casquette Blitz, qui est très belle d'ailleurs, qui doit être à vendre sur le site, je crois, non? Parce que J'imagine, oui. Ouais. Non, elle est plus celle-là. On a la version noire, mais elle est jolie. Et Fred est arrivé avec un casque. Alors, c'est pas un jet, ça s'appelle comment? Si, c'est un jet. C'est un jet, avec open face. Une sorte de visière qui doit faire 20 cm de long. J'ai jamais vu ça. Ouais, c'est une duck visor, ça. Duck visor. Tu ressembles à un canard. Ouais, c'est ça. Voilà. D'accord. Donc première expérience, premier truc folie. Et là, tu finis ton CAP, tu l'obtiens. Je l'obtiens. Et tu retournes bosser. Oui. Comme tout le monde. Et à ce moment-là, je pars à Londres. Parce que, entre-temps, plans sociaux dans l'Internet, il y en a eu quelques-uns. Et moi, au troisième plan social. Bulle, tout ça. Voilà, exactement. Ouais. Et en 2005-2006. Et moi, à ce moment-là, je me dis, allez, c'est le temps de partir, quoi. Et sauf qu'entre-temps, j'ai fait une rencontre déterminante. Peu de temps après avoir obtenu le CAP, mon copain Mika, donc mon ami Mika, qui entre-temps m'a racheté une de mes BM, parce que j'en avais acheté une autre, est en panne en bachelier avec cette BM. Donc, je lui dis, t'inquiète pas, maintenant je sais. Non mais vraiment, j'ai dit ça, t'inquiète pas, je sais. Et je me souviens très bien, je pars. C'était un jour de semaine, j'avais rendez-vous avec la direction générale de l'ICOS à 14h, et il m'appelle à 10h30 pendant qu'il est en panne, et je lui dis, écoute, moi j'ai rien à faire ce matin, je viens t'aider, il faut juste que je sois rentré pour 14h. On part, on commence à bricoler un peu en bas de chez lui, avec les outils que j'avais, et puis arrive un mec, soit à l'époque 57 ans, très bel homme, un sourire, je me souviens toute ma vie de ce sourire d'une perfection absolue, dents blanches, parfaitement alignées, un regard ultra brillant, des ongles noirs, et habillé un peu comme un clodo. Et il nous voit accroupis par terre, il nous dit vous avez besoin d'aide, les gars? Et moi, je me dis pas vraiment, enfin, je pense qu'on va s'en tirer. Et il me dit écoute, moi en tout cas, voilà comment je dévisserai cette pièce.
Et je me dis, putain, il sait de quoi il parle, lui. Donc, il s'accroupit avec nous et il nous aide, comme ça. Et puis, on parle. Il dit, vous appelez comment alors? Mika, Fred, et toi? Je m'appelle Patrick Becker, mais tout le monde m'appelle Becker. Ah, ok. Salut Becker. Et puis, on démarre la moto et elle tourne. Et puis là, il voit la mienne, donc ma fameuse série 2. Donc, la moto de Mika, elle est des années 70, moi, elle est des années 60. Et la série 2, tu l'as pas retouchée, tu l'as pas refaite à ce moment-là. Okay. Non, alors, le pire, c'est que j'ai fait ce CAP pour réparer un Jambon série 2 qui n'est à date jamais tombé en panne et je continue de l'avoir. Elle est jamais tombée en panne. Jamais. Mais bon, voilà. Et donc, il dit, vous avez des belles BM, les gars. Hein. Il dit, moi-même, j'en ai quelques-unes chez moi. Puis voilà, on parle. Il est genre 12h30. On se dit, allez, les gars, on va déjeuner ensemble. Donc, on se met sur une terrasse d'un petit café. On est au mois de septembre, je me souviens. Et voilà. Et on commence à apprendre à se connaître. On s'apprivoise avec un monsieur qu'on connaît pas. Et puis, à un moment, il nous dit, je lui dis, mais, très vite, on le tutoie. Et je lui dis, mais, tu fais quoi? Il dit, j'étais dentiste. Mais j'ai arrêté il y a 10 ans. Et là, je fais que ce que j'aime, de la mécanique et de la musique. Ah bon? Ok. Mécanique et musique, ok. Puis le déjeuner se termine, il est 13h30, donc moi je dois repartir. Et puis il me dit, écoutez, là si vous voulez, je peux vous montrer chez moi, vous verrez, ça peut vous plaire, c'est assez sympa, j'habite à Romainville. Et Mika dit, ouais, j'y vais, ok, d'accord, je te suis. Je dis, tu sais quoi, moi aussi alors. Et j'oublie mon rendez-vous. Et on arrive chez ce mec, dans un pavillon de banlieue à Romainville en 2005. Hein. C'est pas le Romainville bobo d'aujourd'hui. Hein. Où il y a autant d'outils et de pièces mécaniques que de meubles chez lui. C'est-à-dire que pour s'asseoir dans un fauteuil, il faut enlever une roue. Pour poser un truc sur la table, il faut déplacer un réservoir. Et pas neuf, tout ça. Et puis, en fait, quand tu suis une cheminée des pièces, tu traverses la salle de bain. Pareil, hein, dans la baignoire, tu as 25 carbus qui sont là. Et puis, on passe une buanderie avec des tonnes de vêtements entassés les uns dessus les autres, où ça sent la lessive. Enfin, donc, tu vois que le mec, quand même, a une hygiène de vie. Et là, on arrive dans un garage qui est aussi grand que la maison. Et il y a, je sais pas, peut-être 15 vieilles BM, tout en pièces détachées, plus ou moins. Et il y en a une sur laquelle il est en train de bosser. Et on se dit, mais, qu'est-ce que tu fais? En fait, je rachète des vieilles carcasses moi, j'aime bien les BM. Et mes potes, ils aiment bien aussi ça. Donc, je leur en fais de temps en temps. Et puis, je les entretiens. Et là, moi qui était en train de me dire, mais comment je vais faire pour entretenir mon savoir, parce que maintenant que je peux plus aller au lycée, j'ai plus accès à un garage. Moi. J'en ai pas à Paris. Et je lui dis, mais écoute, si ça te dit, moi, le samedi et le dimanche, ou le soir après le boulot quand il fait beau, je peux t'aider. Je peux venir t'apporter mes mains et mon cerveau. Et il me dit d'accord. Et là, pendant 1 an, été comme hiver. Hein, 2005, 2006, par là. On est à ce moment-là en septembre 2005 et ça dure jusqu'en octobre 2006. D'accord. Avant de partir à Londres, donc, du coup. Ouais. D'accord. Pendant 1 an, après le boulot, je suis allé chez Becker jusqu'à parfois 2-3 heures du matin. Et tous les samedis matins à 9h, j'étais chez lui. Je rentrais chez moi à 18h et on a fait et refait et refait des BMW. Et le mec, c'était une star du truc ou non, même pas. Enfin, tous les deux, vous appreniez ensemble. Non. Lui, il savait. Ouais. Mais lui, il avait 60 ans. Ça faisait 40 ans qu'il avait toujours fait de la mécanique. Il a toujours roulé sur des voitures et des motos d'exception. Il a toujours réparé tout seul. Donc lui, c'était une bible de savoir. Genre, je disais à Becker, bon, alors là, voilà la panne, je sais ce que c'est. Bon, il va falloir qu'on démonte l'embracam. Alors, ok, pour démonter l'embracam, tiens, prends cet outil, fais ça. Il avait pas besoin de lire le livre, lui. Il était le livre. Tu vois, non mais c'est ça le truc. Et c'est là que je me suis rendu compte que la mécanique, c'est de la théorie et beaucoup de pratique. Et donc on a commencé. Alors autant te dire que quand je suis rentré chez moi, il était comme beaucoup d'autres choses. Comme beaucoup d'autres choses. Mais là, c'est d'autant plus vrai, quoi. Parce que c'est un champ fini de possibles. Donc il y a un moment où tu auras couvert tout le spectre. Je l'ai toujours pas couvert à date, hein, mais peut-être que quand j'aurai 60 ans, je l'aurai couvert. Le jour où j'ai rencontré Becker, où j'ai rendez-vous avec notre DG. Et quand je suis rentré chez moi, il était 22h30. Là, j'ai rallumé mon portable. J'avais 18 messages. À la fin, c'était presque des insultes. Hein, mais où t'es de sa secrétaire. Hein. Tu l'as oublié, ça se fait pas. Donc, le lendemain, je suis allé... je suis désolé, j'ai eu un imprévu. J'allais mentir. Puis je me suis dit, en fait, je vais pas mentir. Je dis, en fait, j'ai passé la journée avec un mec génial, extrêmement intéressant. Et dans ma hiérarchisation, dans ma priorisation, je l'ai mis devant toi. Ah, tu t'es mis en mode dans cette pub du loto, là
Ouais. au revoir président, quoi. C'était. Ouais, d'autant que j'avais aucun type de respect pour ce gars-là. D'accord. Aucune forme de respect. Vraiment. Je le dis parce que c'était un imposteur intellectuel. Ouais. Voilà. En plus, on a fait nos études ensemble, donc je savais à qui j'avais affaire. Enfin, il était dans la petite sœur de la subdeco dans laquelle j'étais. D'accord. Donc on n'était pas sur les mêmes bancs, mais on était dans les mêmes cours de récréation, quoi, tu vois. Ouais. Donc j'ai vu ce gars-là boire des bières et fumer des pétards, quoi. Donc quand après il met un costume et que soudain il pense que le costume fait de lui un DG, j'ai envie de dire non. Il faut que tu aies une aura d'abord. Mais l'aura, ça s'achète pas. Donc voilà. Et donc en fait, je suis hyper honnête. Je lui dis voilà, en fait, j'ai priorisé autrement. Je suis désolé. Donc Xvex, tout ça. Et il me dit ouais, j'ai une proposition à te faire. Je dis oui, mais en fait, je m'en fous de ta proposition. En fait, je m'en fous. Donc je dis voilà, moi je sais qu'il y a un plan social qui va avoir dans 8 mois. Bah tu sais quoi, je pars. Et donc pendant 8 mois, je cherche un peu ailleurs quand même. Mais surtout, Donc tu t'es là un peu grillé dans le truc, tu t'es dit c'est bon, c'est fini. Auprès de lui, je savais que je me grillais pas. Non, Ouais. non, je me suis pas grillé parce que j'ai encore continué pendant 5 ans. Ouais. Sauf que moi, j'avais acquis des compétences en marketing, en SEO et SEM qui faisaient que c'était le début de ça. Donc, qui faisait que mon le CV... SEO, c'est ce qu'on appelle le Search Engine Optimization. Donc c'est le référencement naturel pour bien émerger sur Google. Exactement. Et le SEM, c'est plutôt les campagnes d'achat, de mots-clés ou de bannières spécifiques, ou enfin de la création de clics donc, ou du vrai marketing digital pur, voilà. Okay. Ce qui n'existait pas en 2000. Hein. Ouais. Et puis après, les outils, on les a créés et puis on a commencé à se dire, ok, on peut piloter des stratégies, en tout cas des investissements, et savoir que pour 10 € mis, on récupère tant de clics ou tant d'inscriptions ou tant d'achats. Voilà. Et donc, grâce à ça, ce CV, il s'est mis à ressortir très vite sur des bases de données dont j'avais même pas la connaissance. Et puis, je me suis retrouvé à avoir des entretiens, souvent pour des sites de casinos en ligne. Et donc, pendant des mois, j'étais en ligne en anglais avec des types basés à Gibraltar, à Londres, aux États-Unis, en Estonie, voilà. Et il y a notamment une fois où j'étais avec Becker, justement, que ça me faisait marrer parce que, en pleine séance de mécanique, parce que je vais sécher mon boulot, j'étais avec lui en train de faire une moto, et puis le téléphone sonne, et je décroche, je me parle en anglais, donc ça me faisait marrer parce qu'il se foutait de ma gueule, quoi. Ouais. Et c'était très drôle, et il était très taquin. Et j'accepte un job à Londres. Donc, dans le groupe, tu te casses. Non, tu changes de job. Ouais, groupe. je pars en octobre 2006. Et pendant 9 mois, je vis à Londres et je travaille à Londres. Mais tous les week-ends, je rentre à Paris avec l'Eurostar. Et tous les week-ends, en gros, je vais voir Becker. On fait du VTT ensemble le dimanche matin, mais le samedi, on fait toujours de la mécanique. Et du coup, dans toutes ces périodes, t'as pas de vie perso, de conjointe, si Si, mais elle était très sympa. D'accord. Elle était très sympa parce qu'elle acceptait que je sois heureux en n'étant pas tout le temps collé à ses basques. D'accord. Voilà. Et vice versa, du coup. Et vice versa, du coup, exactement. Et voilà. Et en fait, j'aime bien ce métier, hein, mais au bout de 9 mois, j'ai une opportunité de rentrer à Paris. Donc je me dis, ça me rapproche de ma petite amie, de mes amis, et de Becker et de la mécanique, parce que Becker était vraiment devenu un mentor sur plein d'autres sujets que la mécanique, évidemment, parce que c'est un type qui a eu une vie extraordinaire, je trouve. Et donc, je me dis, je rentre en France. Et donc, pendant encore 3 ans, je bosse toujours sur Internet, toujours au marketing, à la stratégie. Mais voilà, tous les soirs, tous les week-ends, je fais de la mécanique. Et entre-temps, je rencontre par l'entremise d'un ami à moi, son cousin de cet ami, qui s'appelle Hugo, et qui va devenir mon associé. Mais à l'époque, on ne le sait pas. C'est juste que lui, il a déjà un atelier dans Paris, à 2 pas d'ici d'ailleurs. De pas, on est chez Cosa Vostra et en fait, il se trouve que l'atelier actuel, on s'est rendu compte ce soir. Qu'on est à quelques mètres les uns les autres. Et je me dis, parce que Becker habite en banlieue, je tape quand même le périph', ce que j'avais toujours évité de faire pendant 15 ans en moto, ou 10 ans, et là, je me le tape tous les soirs, tous les matins, sous la neige, sous la pluie. Bon. Ouais, chiant le périph', ouais. Et puis dangereux. Donc, je me dis... donc, tout ça, ça fait une bande, hein, parce que entre Becker, ses amis et lui, qui ont une soixantaine d'années, qui sont des mecs tellement cool. Et moi, mes potes de 30 ans, qui sont eux aussi des mecs tellement cool. Que tu rejoins un peu tous ou... Ouais. Ah ouais. On se voyait au moins 2 fois par semaine dans un endroit. On avait tous les mêmes BM que Becker et moi fabriquions, transformions, toutes noires mat. Et on était une quinzaine de mecs en BM. On arrivait pour dîner. Et après, on allait rouler dans Paris. À l'époque, le tunnel des Halles n'était pas fermé. On s'amusait à faire des petites courses un peu. Je vois très bien. Je me suis régalé sur ce tunnel. Et c'était notre jeu, quoi. Vraiment. On a même une fois, parce que Becker, il a eu une vie un peu dingo, il connaissait tout le gratin parisien, mais vraiment. Et un jour, du haut de ses 60 ans, il recevait tout le temps les invitations en soirée, il n'y allait jamais, évidemment. Puis là, il en reçoit une chez Castel, où il avait été DJ à l'âge de 20 ans. Il nous dit, ce soir, cette soirée-là, je vais peut-être la faire. Et on lui dit, viens, on te fait une escorte. Donc, il est arrivé sapé comme un milord. On l'avait jamais vu comme ça, les ongles propres.
Est-ce que tu as vu le film Burt Monroe? Non. Pour ceux qui l'ont vu, c'était Burt Monroe. Je pense que ce jour-là, il s'est limé les ongles à la meuleuse. Propre, un costume qui s'était fait faire à l'époque sur mesure, qui lui est encore super bien en rayures de tennis, des pompes. J'ai appris après que c'était des Berluti, parce que c'est quand même un mec qui a eu 15 Porsche, 3 apparts dans Paris. Enfin, c'est un type qui a énormément gagné d'argent grâce à la dentisterie. Et un jour a tout arrêté et est sorti du système mais il a gardé tout son argent. Vous tapiez des tripes entre mecs. Ouais. Et ce soir-là, il est arrivé avec une escorte de jeunes petits barbus de 30 piges dans un barouf pas possible, donc rue des Canettes, avec donc 6 BM noir mat qui s'écartent pour laisser passer Becker sur sa BM noir mat. Et toute cette génération de gens qui sortaient et qui s'étaient retrouvés chez Castel le reconnaissent évidemment, mais avec ce système d'escorte, parce que nous on n'est pas rentrés après, comme convenu, on s'est barré après. On a juste fait l'escorte. Fantastique. C'était génial. Mais franchement, c'était parce qu'on a descendu les Champs-Élysées à 30 à l'heure. Enfin bref, on a fait chier tout le monde. C'était super. Et ça, ouais, c'est ça. C'était 2008, 2009. Et donc, entre-temps, moi, ayant rencontré Hugo, je commence à passer plus de temps avec Hugo dans l'atelier d'Hugo que chez Becker parce que c'est plus proche. Et au fur et à mesure, on s'achète des outils, on s'équipe et tout ça. Et là, vous faites tout ça par passion. Ouais. Vous faites des motos, que des BM toujours? Non, justement. Avec Becker, on en parlait ce matin avec un de ses amis qui était à l'atelier, Jean-Marie, il s'appelle, Becker détestait le challenge. Becker détestait sortir de sa zone de confort. Alors, le fait est qu'il avait de la connaissance mécanique sur plein de modèles de motos parce qu'ils les avaient toutes eues. Mais quand il s'est agi, par exemple, quand je lui dis un jour, tiens, sur ma BM, j'aimerais bien mettre ce réservoir de Harley-Davidson, il dit, non, mais c'est impossible, non, on n'y arrivera pas, c'est pas la peine. Alors que Hugo m'a dit, viens, on essaye. Et donc, on l'a fait. Et c'est devenu ce qui est la signature Blitz aujourd'hui, mais ça, on ne savait pas à l'époque, on s'appelait pas Blitz. Mais j'ai eu, ma BM a été, je crois pouvoir dire, peut-être la première de l'histoire BM, dans les années 2000 en tout cas, à ne pas avoir un réservoir BM. Ce qui est très compliqué, c'est un challenge de faire ça, parce qu'il faut tout, le passage des fils, la position des composants électriques est à repenser, donc c'est plus la mécanique, c'est de l'électrique. Et c'est un autre métier, j'ai la chance de comprendre l'électrique. Donc ça m'a permis, moi, de faire ça. Et donc j'ai trouvé que ma moto avait une ligne totalement différente, le moteur ressortait mieux, la BM avait l'air plus légère, visuellement en tout cas, bon bref. Et donc ça, je me suis permis avec Hugo. Parce qu'avec Becker, il m'aurait dit non. Non, viens, on le repeint en noir mat et c'est bien. C'est ça qu'il disait. Et j'étais pas contre, hein, mais à un moment, je voulais autre chose. Et avec Hugo, on a pris le risque. Et alors, bien sûr, on s'est planté, on a foutu le feu à une moto, on a eu des pannes, mais on s'est réparé. Et puis à ce moment-là, on commençait à faire des motos pour nos potes, toujours, gratuits. Gratuit, à coût, quoi. Enfin, ils te payaient les pièces. Exactement. Ouais. Voilà. Ils payaient un dîner quand même. Oui, bien sûr. Les potes. Les potes de potes, parfois, même pas. Hein. Ouais, c'est arrivé qu'on ait des mecs qui nous disent juste merci et puis qui repartent avec la moto et voilà. Jusqu'au jour où, donc, moi, ma moto BM que j'avais transformée à l'époque avec Becker et qui avait donné naissance à ces 40 ou 50 autres BM qu'on allait faire, je l'avais faite pour être unique. Et un jour, je suis à un feu rouge à Opéra, arrive un mec avec la même BM que moi, que j'avais faite, et le mec, assez crânement, 35 nerfs, tout ça, cool, me dit, ah ouais, toi aussi, tu connais les mecs du 17e? Je dis, putain, mais c'est moi qui fais ta moto. Il te connaissait pas? Non, parce qu'il était passé par un pote de pote de pote. D'accord. Et là, je me suis dit, oh là là là, non. C'est là que j'ai voulu changer les réservoirs parce que je me suis dit, je peux pas avoir la moto. Je peux pas être un feu rouge avec un clone de ma moto. Je veux pas de ça. C'est pas ça que j'ai voulu, en fait. Donc, on était content de réitérer les opérations parce que plus tu fais, plus tu apprends, plus tu sais. Et il y a un moment où, maintenant que tu sais, tu vas pouvoir travailler dans le fond du design et rechanger plein de choses. Et c'est comme ça qu'on a commencé à mettre des réservoirs pas BM sur des BM. Et à s'intéresser aussi à d'autres motos, des japonaises. Tu passes d'un plan qui est finalement une forme d'apprentissage et de progression sur de la mécanique, sur les BM, c'est-à-dire les démonter, les remonter, les mettre en noir mat. Et les fiabiliser. Exactement. Mais les mettre en noir mat. Oui. Un plan qui devient design. Voilà, une couche de plus. Une couche de plus. C'est-à-dire que c'est plus la même chose. Non. Parce que ce que tu as appris en CAP, il n'y avait pas de design du tout non plus. Non. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que les gens d'ailleurs ne retiennent que le design. Tout le travail de fond et d'ombre, qui est l'électricité et la mécanique, qui sont les travaux les plus importants, parce que sans ça, la moto ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas bien, les gens aujourd'hui s'en carrent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est voir une belle moto en photo. Ouais. Et c'est dommage parce que une belle moto, c'est bien, une belle moto qui fonctionne, c'est mieux. Donc vos motos, par exemple, celles qui sortent de chez Blitz aujourd'hui, elles sont entièrement refaites à neuf. Tout. Elles sont très fiables, quoi.
totalement parce que tout est refait à neuf et c'est que Hugo et moi qui faisons. Et c'est pas de la BM, que de la BM? Alors, il y a de la BM, mais c'est pas que ça. On a justement, en s'émancipant de Becker et de sa peur d'aller dans des territoires inconnus, nous, on est allé dans des territoires inconnus. On a fait de la Harley, on a fait de la Honda, de la Suzuki, de la Yamaha, de la Triumph. On a fait quasiment toutes les marques qui existent aujourd'hui. Et en fonction de la Kawasaki, et en fonction des gens, quand ils viennent nous voir, on les aiguille. Alors, soit ils ont l'idée d'arrêter, ils veulent une BM ou une Kawa, et on est d'accord pour le faire. Soit ils arrivent, et ça arrive de plus en plus souvent avec les mains dans les poches, en disant voilà, moi je veux une moto. Ok, mais qu'est-ce que tu veux en faire de ta moto? Et en fonction de ce qu'ils veulent en faire, on les aiguille. Soit un monocylindre, soit un bicylindre. On va y revenir parce que justement, je crois qu'il y a ce côté aussi. Et on est d'accord, c'est marrant ce que tu as précisé parce que je crois que c'est une notion importante dans votre. C'est que vous avez quand même une sorte de. Enfin, je crois que dans les clients qui viennent, il faut quand même que ça vous fasse kiffer le projet. C'est une des. Ah ben, on refuse beaucoup. Ouais. Oui, parce que il faut. Avant d'aller là-dessus, explique-moi comment vous créez Blitz, du coup, et qu'est-ce qui se passe, du coup. En fait, à ce moment-là, Hugo, lui, est paysagiste. Il adore ça, les plantes, être le nez au vent, sauf que paysagiste à Paris, en gros, t'entretiens des terrasses, quoi. Ouais. Et donc, ça le fait pas bander. Par contre, le soir, comme moi, parce que moi non plus, je bande plus dans mon métier. Je l'aime bien, mon métier. Ça me paye et tout ça, mais je bande plus. Par contre, le soir, quand on se retrouve à l'atelier parfois jusqu'à 5h du matin sans s'en rendre compte parce qu'on est en train de remonter une moto et que à chaque fois que tu remontes une pièce, ça t'amène, c'est un peu comme un livre, tu sais, quand tu finis une page, c'est tellement bien écrit que merde, tu vas aller à la page d'après. Ben là, c'est pareil, c'est tellement bien foutu une moto que quand t'as remonté le guidon, ah bon, bah allez, viens, on monte le phare. Ah, puis maintenant qu'on a monté le phare, viens, on met le phare arrière. Ouais. Ah, puis maintenant, viens, on met le réservoir. Puis après, on s'éloigne, on regarde la moto, on se dit, ah putain, bon, il manque la chaîne, allez, viens, on met la chaîne, c'est quoi? C'est un quart d'heure. Et puis un quart d'heure, plus un quart d'heure, plus un quart d'heure, il est 5h du matin. Ça m'est déjà arrivé. Et on se dit, mais en fait, la passion. On s'entend bien, on est totalement complémentaires. Je suis aussi bavard qu'il est silencieux, voilà, pour te dire. J'ai bien fait de t'inviter, toi. Voilà. Mais il est blond et je suis brun. Et on se dit, mais en fait, on est tellement bien équilibrés tous les deux. On est tellement à l'aise dans ce qu'on fait et on aime tellement bien le faire. Pourquoi ne pas se dire, tentons d'en vivre, puisque jusqu'à présent, on n'a jamais fait payer les gens parce qu'on n'était pas sûr de notre savoir. Maintenant qu'on est sûr de notre savoir, qu'on sait que nos motos sont fiables, allons-y, on peut faire payer les gens. Et voilà. Et là, quittez votre job. Ouais, on est en 2010. Juin 2010 à peu près. Et en février 2011, on pose les statuts de Blitz Motorcycles. Et du coup, vous faites quoi? Vous quittez vous êtes salariés tous les deux? Alors lui a créé sa propre boîte, donc il revend ses parts à son meilleur ami qui est aussi son associé à ce moment-là. Lui, par exemple, n'est pas chômeur. Il doit se payer directement. Je sais pas si toi, t'es passé par la case chômage aussi. Non, j'ai jamais accepté ça, moi. D'accord. Donc vous vous retrouvez en février 2011. Arrêt de revenus. Si c'est ça ta question, nos revenus s'arrêtent. Oui. Mais vous n'avez pas de gosse à ce moment-là? Non, c'est ça. Okay. On n'a pas d'enfants. Moi, j'ai suffisamment bien gagné ma vie et j'ai suffisamment peu dépensé pour avoir un pécule de côté. Hugo, je suis jamais rentré dans ce détail avec lui, mais je peux affirmer que c'est pareil. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Et puis surtout, on sait très bien qu'on va changer de vie parce que moi, j'ai connu ces sans jugement aucun, mais j'ai connu ces après-midi frénétiques de consommation du samedi où tu vas de magasin en magasin pour acheter la paire de baskets, le caleçon, le bidule, le machin, dont t'as pas besoin. Mais en fait, tout ça, ça permet d'excuser le fait que tu as travaillé du lundi au vendredi. Tu te dis, mais j'y ai droit. Ouais. Ben, à partir du moment où j'ai bossé à l'atelier, avant Blitz, à partir du moment où j'ai passé mes week-ends et mes soirs à bosser à l'atelier, j'ai arrêté de consommer. La seule consommation que j'avais, c'était une paire de chaussures de travail une fois tous les 5 ans, un vieux pantalon Dickies que j'ai acheté il y a 10 ans qui est encore le même que je lave tous les mois, et mon seul petit plaisir ça a été d'acheter des bleus de travail en coton Moleskine vintage qui à l'époque coûtaient 5 balles. Alors maintenant avec la mode du vintage ça a un peu augmenté, mais donc j'en ai une petite collection chez moi et qui me servent de vêtements de travail pour de vrai, c'est-à-dire qu'ils sont couverts de cambouis. Mais j'ai plus du tout consommé de la même manière. Pareil, aller au resto, on le fait plus parce que le soir quand tu rentres t'es crevé, mais c'est de la fatigue saine. Mais et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, je pense, aussi chez beaucoup d'entrepreneurs. C'est-à-dire que dans leur business, tu passes beaucoup de temps, tu te lances dans un truc, et puis en fait, tu te rends compte un peu, finalement, d'une part peut-être d'une forme de futilité de la consommation. Ouais, de la surconsommation. De la surconsommation, voilà. et aussi en fait, la fuite en avant du truc. C'est une course à l'échalote. Ouais. Et tu la rattraperas jamais, l'échalote. Ouais. Et tout ce que moi j'ai constaté, c'est que plus mes potes gagnent de l'argent, plus ils étaient endettés. Donc à la fin, j'ai parlé avec des mecs qui gagnaient 20 000 euros par mois et qui n'avaient pas un sou en banque. Je me disais, mais les gars, mais comment vous faites?
Bah ouais, mais tu comprends, l'appart. Ah ouais, ok. Donc avec ta meuf, t'as vu dans un 140 mètres carrés, mais t'as besoin de 140 mètres carrés en vrai? T'as combien de paires de Berluti? T'as combien de costumes faits sur mesure? Tu vas combien de fois par an au Club Med? Au Club Med ou équivalent, voilà, à Bora Bora, pour t'écraser sur la plage et nous dire je connais Bora Bora. Non. Tu connais l'endroit où ton cul s'est posé à Bora Bora. C'était pas pareil. Moi, par exemple, j'ai jamais voyagé parce que j'ai jamais voulu être un touriste comme ça. Bah, depuis que je fais ce métier ultra sédentaire qui est garagiste, j'ai jamais autant voyagé en moto. J'ai traversé l'Europe entière. Nord, sud, est, ouest. Et je suis allé aux États-Unis, j'y vais tous les ans et je roule. Parce que j'ai plus peur de tomber en panne puisque je sais que je vais pouvoir me réparer. Non, mais c'est hyper important. J'ai pas peur de la route. Ouais. Et du coup, vous lancez. Ouais. 50-50, vous êtes deux? Ouais. Et je me souviens que beaucoup de gens me disent ouais, non, tu comprends. C'est un gros sujet. Ouais. Ah ouais, c'est dingue. Hein. Il faut 51-49. Pourquoi? Bah parce qu'il il en faut bien un qui est les rênes. Bah non, en fait. Bah quand ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais même, enfin, à partir du moment où tu fais 51-49, tu crées une des raisons pour lesquelles ça peut aussi mal se passer. Tu peux aussi avoir un tiers qui prend 2%, 1%, et puis qui soit... Non, mais c'est un débat, on peut l'avoir pendant 2 heures. Et, voilà. on peut chercher mais nous, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Quoi. Ouais. On s'est dit, mais non, enfin, ce bateau sera petit, on acceptera personne, et on a accepté personne. Aucun employé, rien, on veut pas d'humain, parce que moi, j'ai géré et je sais ce que c'est, et t'es un maître d'école. C'est terrible. Traumatisme. Ouais. Moi, ça a été parce que je comprenais pas les mecs qui posaient des congés maladie alors qu'ils étaient pas malades, qui regardaient leur montre, ou qui, le 5 janvier, au retour des vacances, la première chose qu'ils regardaient, c'est quand est-ce que tombent les ponts du 1er et du 8 mai. Mais excuse-moi, mec, mais t'es fonctionnaire? Ah non, hein, t'es dans l'internet quand même. Tu gagnes 5 000 € par mois, et la première chose que tu fais quand t'arrives de vacances de Noël, c'est quand tombe le 1er et le 8 mai. Putain. Ça montre à quel point t'es motivé par l'idée de bosser, quoi. Moi, j'ai jamais fait ça. J'ai quasiment jamais pris de vacances. Et du coup... Donc, je me suis rendu compte que je pouvais pas imposer cette vision. Chacun a la sienne. Et j'avais pas le droit de la juger. Donc, en fait, je me suis dit, tu sais quoi, pour plus être confronté à ça, parce que c'est un problème insolvable, ne prends pas d'employé. Donc, on n'a pas d'employé. Donc, tous les jours, moi, je vais à la poste et je fais les expéditions, des t-shirts, des casquettes, des bidules. Tous les jours ou tous les 3 jours, on passe le balai et c'est pas une arpette qui le fait, c'est ou Hugo ou moi. Voilà. Moi, je m'occupe de la partie internet parce que ça a été mon truc pendant 12 ans. Ouais. Hugo fait beaucoup de soudure, fait beaucoup de recherches sur internet pour trouver les motos qu'on achète pour nos clients. C'est son truc, il adore ça. On s'est réparti les tâches de manière ultra naturelle, sans avoir besoin de l'écrire en plus. Donc, à partir du moment où il y a cet équilibre, pourquoi aller essayer de donner à l'un plus de pouvoir qu'à l'autre? Et donc philosophiquement aussi, vous êtes dans une croissance forcément très limitée, à moins de vendre vos motos de plus en plus cher, plus cher. Mais même, elle sera limitée, il n'y a pas de scalabilité à ce qu'on fait. Tu ne peux pas passer à 20 personnes, employés. Je ne veux pas. Oui, tu as raison. Je ne veux pas. Je ne sais même pas si on pourrait, s'il y aurait assez de demandes, mais je ne veux pas. Donc nous, on sait qu'on fabrique à peu près 12 motos par an, on sait combien on les vend, on sait combien ça nous rapporte. Voilà. Tu peux le dire? Oui, on vend les motos entre 20 et 30 000 € aujourd'hui, selon la moto et selon le travail effectué dessus, c'est-à-dire... notre intervention, c'est toujours le même prix, c'est 12 000 € fixe. Le prix de la moto, c'est celui auquel on l'achète, et se rajoute à ça le prix des pièces, pareil, qu'on revend à prix coûtant. Mais parfois, on achète pour 5 000 € de pièces, et parfois pour 8 000, parce qu'on fait venir un pot de loin, parce qu'on fait céramiquer le pot, parce que le réservoir qu'on a acheté était un réservoir très très collector, et on l'a payé 400 € au lieu de 30 €. Voilà. Ouais, donc le modèle est très simple, c'est 12 000 € plus par moto de fees. En fait, vous, c'est vos honoraires. Exactement. Vous avez des honoraires de 12 000 €, et qui sont finalement autant une forme de mécanisme de fiabilité, franchise entre guillemets, enfin pas franchise de honnêteté. Non, ce que je veux dire, c'est une sorte de signature de machin, et puis un peu aussi une DA, une direction artistique, bien sûr. Truc, voilà. Oui. Parce que on le revendique ça. Ouais, parce que je peux pas te dire jouer une moto comme ça. Tu peux, mais on t'écoutera pas. D'accord. Nous, ce qu'on va plutôt faire, c'est on va te poser plein de questions sur toi, ce que t'aimes, ce qui t'a marqué dans la vie, tout. Pas que la moto, justement. D'ailleurs, en général, on essaie d'éviter de te dire c'est quoi les motos que t'aimes. Parce qu'on s'en fout, en fait, des motos que t'aimes. Si t'es venu nous voir, c'est qu'en fait, il n'y a pas de motos que t'aimes. Tu peux prendre quand même ma taille en considération. Ouais, toujours. Si, la taille est prise en considération parce que les motos sont plus ou moins basses, plus ou moins hautes. Si t'es un très grand, on sait plutôt vers quelle moto on va te diriger que si t'es un très petit, par exemple. Et puis, de tout ça, à un moment, on va prendre un ou des éléments que tu nous auras donnés.
Et puis bon, on va l'intégrer dans la DA. Alors, j'aime pas le mot DA, mais en tout cas dans la direction artistique. Oui, mais non, peut-être pas ce mot. Dans la réimagination de la moto. Et je vais donner un exemple précis parce que ce que je dis là peut être très abstrait. On a un type qui est venu nous voir un jour et avec sa propre moto, il voulait qu'on la lui transforme. Très bien. Il s'appelle Jean-Philippe, 50 ans à l'époque. C'était au tout début, en 2011. Et bref, on s'échange par mail de 2-3 infos justement sur ce qu'il aime, la musique, les groupes, les voyages qu'il a fait, voilà. Et puis à un moment, je vois dans sa signature, il me renvoie un mail avec marqué Jean-Philippe machin, son nom, et le nom de sa boîte, Jawa Prod. Alors, je l'appelle, je dis c'est quoi Jawa Prod? Et il me dit c'est ma boîte de prod et je filme des opérations médicales et je les diffuse, je les broadcast live dans des universités, dans des CHU et tout ça. Ah ok. Et pourquoi Jawa? Parce que c'est un nom qui me plaît, que voilà. Et je dis c'est toi qui as choisi ce nom? Ouais. Ok. Je raccroche et j'en parle à Ego. Et Ego tout de suite comprend. Il me dit ok. Donc on va rechercher un réservoir de Jawa parce que Jawa c'était aussi une marque tchèque dans les années 50-60 de motos 2 temps. D'accord. Sauf que ça n'existe plus en 2000. Là à ce moment-là on est en 2011. Et donc sa moto était une Kawasaki, d'accord? On prend un réservoir de Jawa qu'on trouve, chrome et bordeaux au milieu et chrome sur les côtés, avec marqué Jawa, embossé dans l'acier, qui a été chromé. On fait en sorte d'adapter ce réservoir à la moto. Évidemment, notre modus operandi fait qu'on ne lui en parle pas. Il ne sait pas vers quoi on va, il sait juste qu'on y va. Et il peut revenir, Non, toi, je te commande la moto. Et tu reviens plus nous voir. Tu me dis, elle est livrée quand? Voilà, je te dis quand elle est livrée, je voulais dire, mais. Oui, je te donne à peu près de grandeur de livraison, et puis je te dis au courant par mail. T'as pas respecté un truc, une deadline? Non, il n'y a pas une date précise. Non, d'accord. On l'a fait une fois parce qu'il y a eu un tournage à prévoir, de film, mais sinon, non. Et globalement, on le tient au courant comme tous nos clients par mail. Salut Jean-Philippe, là on en est là on galère là-dessus, là on a été livré de ci, là on a été livré de ça. Et quand la moto est finie, on la met sous un drap, il vient à l'atelier et on lui ouvre le drap, on dit voilà, maintenant c'est ça ta moto. Unboxing expérience. Exactement. Vous la filmez? Alors on a eu la chance qu'elle soit filmée par Arte à l'époque sur un de nos clients et je te jure, il a 8 ans, le mec. Et c'est Noël. Et on a trouvé la vidéo ouais, bien sûr, c'est 360 degrés géo Arte sur Blitz Motorcycles. Alors ça dure longtemps, c'est un 45 minutes, mais à un moment, il s'appelle Fabian et il découvre sa moto devant les caméras. Et il n'y a aucune triche, hein. Aucune. C'est vraiment du vrai docu. On lui a pas dit, joue la comédie, il y a une caméra. Il savait qu'il y a une caméra, mais il a découvert le truc qu'en rentrant dans l'atelier. Et j'avais dit, je me souviens au chef-op, filme ses yeux. Parce que les yeux, ça ment pas. Et donc, quand Jean-Philippe découvre sa moto, alors il la trouve jolie, elle a changé, évidemment, elle s'est affinée, elle s'est rabaissée, tout comme il voulait. Et puis il voit le réservoir marqué Jawa, il dit oh, vous avez mis le nom de la boîte sur le réservoir? Je dis non, t'as appelé ta boîte comme une marque de moto, c'est pas pareil. Ça, c'est un réservoir historique de Jawa. Et là, il m'a regardé, alors c'est une moto? Je dis ouais. Et donc on l'a appelé la Jawasaki. Et là où c'est pas fini, c'est que le mec part avec sa moto. Donc on est d'accord, c'est sa moto, il l'avait déjà depuis 10 ans et tout ça. 2 jours après, je reçois un mail de la part de Jean-Philippe. Je fais oh là là, un mail qui vient 2 jours après, ça sent mauvais. Et le mail s'appelait École Buissonnière. Et je me souviens du mail, j'ai pas pris par cœur, mais j'en souviens. En gros, il dit Fred, Hugo, hier, donc le premier jour quand il a récupéré la moto, le lendemain, il n'est pas allé au bureau avec. Il y est allé le 2e jour. C'est pour ça qu'ils nous ont envoyé ce mail que ce jour-là. Il dit hier, pour la première fois, j'ai utilisé ma moto pour aller au travail. De chez moi au travail, il y a 1,3 km. Arrivé devant mon travail, donc sa propre boîte, hein, c'est lui le boss, hein. Je me dis, j'ai pas assez roulé. Alors, je fais un tour du pâté de maison. Après 3 tours du pâté de maison, je me dis, j'ai pas assez roulé. Alors, je fais un tour du quartier. Il est dans le 11e. Après 3 tours du 11e, je me dis, j'ai pas assez roulé. Alors, je quitte Paris. Je suis rentré à Paris. Je suis revenu à Paris à 20h. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait l'école buissonnière. Merci, Jean-Philippe. Tu vois, ça, quand t'as ça, je crois que t'as pas besoin de gagner $1 million, en fait. Ça vaut plus que tout. Ça veut dire que tu t'es pas trompé, ça veut dire que tu as tapé exactement là où il fallait, que tu as appuyé sur le bon bouton et que ce type-là était réceptif à ton action. Et ça connecte les gens. Ouais. Et puis finalement, vous arrivez à, j'ai l'impression, à allier tous les deux passion, une belle marque, une belle aventure, une forme, je sais pas si c'est une amitié, en tout cas oui, bien sûr, il y a une amitié dans tout ça, heureusement. Amitié,
Et un truc qui est quand même très gratifiant de rendre heureux les gens. C'est ça qui est très gratifiant. Tout en gagnant de l'argent. Enfin, et puis dans ton passion, parce que non, mais rendre heureux les gens dans un métier qui te passionne pas, je veux dire, t'es chef-op du Space Mountain, je dis des conneries. Non, mais tu vois, oui, bien sûr. Je veux dire, c'est peut-être moins cool. Là, il y a quand même un gros trip, et tout ça finalement, si tu fais un calcul bref et sommaire, alors je sais pas combien vous vendez en casquette, en merch, etc. Mais un peu, mais je te demande même pas, mais je veux dire en réussissant à vous payer convenablement et à vivre convenablement par rapport à nos moyens. Bien sûr qu'on gagne beaucoup moins que ce qu'on gagnait avant, mais encore une fois, nos envies ont changé. C'est-à-dire que avant, pour être heureux, il fallait que j'achète des baskets. Moi, j'ai eu jusqu'à 250 paires de baskets chez moi. Voilà, ça me rendait heureux. Aujourd'hui, j'ai 3 paires de baskets parce que je pratique 3 sports. Point. Une par sport. Par contre, aujourd'hui, moi, pour me rendre heureux, le week-end, au lieu d'aller acheter des baskets, je prends ma moto et je me casse de Paris. Et j'ai l'impression de voyager. Et ça dure 4 heures, hein, et je vais pas loin. Hein. Je vais au bout du 78, un peu dans le Vexin. Je fais un tour, par exemple, dans le sud de Paris. Et à la fin, je rentre dormir chez moi. Hein. J'ai pas pris ma tente et je suis pas allé dormir dans les prés. Mais ça me rapproche de ce que j'ai fait pendant longtemps et ce que je continue à faire, des road trips où là, je pars. C'est-à-dire que je me souviens très bien que le premier road trip que je fais avec Becker, on vient de finir ma fameuse BMW noire mat. Il me dit, ça t'intéresse d'aller dans le sud de l'Espagne pour manger comment ça s'appelle, un risotto à l'encre de sèche. Je fais de quoi? Il me dit, ouais, tous les ans, je pars de Paris, je récupère un de mes meilleurs amis à Biarritz, et après on va dans le sud de l'Espagne, à Dénia, et on mange un risotto à l'encre de sèche. Je dis, oh d'accord. C'était les vacances les moins chères de ma vie, les plus folles de ma vie, 15 jours sur la route. Donc, et tu fais pas d'autoroute et tout, là? Jamais, t'es dingue. On descend à Biarritz, on reste 2 jours à Biarritz, hébergé par ce gars qui en fait a un sublime hôtel à Biarritz, mais ça je le sais pas. Au bout de 2 jours, on part, et là, on met 4 jours à traverser l'Espagne parce qu'on prend notre temps. On ne dort que en tente. On fait ça au 1er septembre. Donc, 1er septembre, il n'y a plus personne dans les campings. Ça nous coûte 3 € la nuit. On se réveille, on va se baigner dans la piscine et on se lave et on repart. On arrive pour de vrai à Dénia, mais vraiment, on arrive à Dénia. Je te jure que c'est vrai. Hein. On arrive à Dénia, au sud de l'Espagne pour un risotto au sèche. Donc, on arrive à Dénia fin d'après-midi, on plante la tente dans le camping et le lendemain à midi, on va manger un risotto sèche. On a fini le risotto et Becker dit bon, on repart. Je regarde, je fais non mais c'était vrai? On est juste venu manger un risotto. Il me dit ouais, il n'y a rien à foutre à Dénia, à part un risotto sèche. Je trouvais ça génial. Et on remonte. Et ça m'a coûté quoi? Peut-être j'ai dû faire 15 pleins, mais même pas. Non, même pas, j'ai des conneries, 8 pleins. Et c'est tout. Et si, 3 € de la nuit. Et un peu de bouffe, et puis voilà. Ouais, et encore la bouffe. Il avait une grille qui mettait derrière ses pots d'échappement de sa grosse Harley des années 70. Et tous les soirs, on se faisait griller les saucisses qu'on achetait chez le boucher d'à côté ou chez le paysan du coin. Donc on mangeait pour 5 € à 3. Tu vois? C'est Born to be wild, quoi. On est dans. Ouais, into the wild, plutôt. Tu vois? Non, mais le truc où. Encore une fois, est-ce que tu as besoin d'aller dans un resto 5 étoiles et manger entrée, plat et dessert? Alors, si ça te fait du bien, fais-le, et si tu peux te le permettre. Mais si ce qui te fait du bien te coûte 500 fois moins cher, il n'y a pas de honte à vivre avec 500 fois moins d'argent. Simplement. Ouais, bien en sûr. vrai. Et du coup, aujourd'hui, vous avez vendu combien de motos? 63, je crois. Alors, il y a un truc, elles sont numérotées, il y a quelque chose. Elles ont tout un nom. Hein? Elles ont tout un nom. Ouais, et elles sont traquées, il y a des gens qui les revendent, du coup, un peu, vous savez pas. C'est arrivé 3 ou 4 fois, ouais. La plupart des gens les gardent. Ouais. Ah oui. Ouais. Oui. En tout cas, à notre Il y connaissance. en a qui se les font voler, peut-être? Non, c'est jamais arrivé. Ouais. La seule fois où on s'est fait voler une moto, c'est pas une blague. On avait fini une moto pour un pote, qui était client aussi, mais qui était d'abord, il y a un ami à moi. Une moto orange et bleue. Hugo me dit, je pars avec pour la tester, pas de problème. Il part. Il s'arrête à Neuilly chez sa mère pour checker ses mails et il attache pas la moto qui se démarque Coquic. Et en plus, on avait un système de on-off, c'est pas une clé. C'est un bouton caché quelque part. Donc il se dit, raisonnablement involable. Au bout d'une heure, il redescend, il m'appelle, il me dit Fred, tu vas pas le croire, on m'a piqué la moto. Je fais non. Ah ben merde. Heureusement, on avait fait les photos dites officielles qui allaient paraître sur le site la veille. On décharge les photos, j'en mets une sur la page Facebook et j'envoie un message sur notre page Facebook en disant voilà, cette moto a été volée. Si vous la voyez, machin. Je te jure que c'est vrai. Le surlendemain, bon, j'appelle mon pote, je suis défait. Nico, il s'appelle Nico, voilà, Nico, on s'est fait voler ta moto.
En plus, c'était la moto qu'il avait achetée avec son frère il y a 20 ans. Enfin, tu vois, genre, hyper cool. Il me dit, écoute, c'est pas grave. Je dis, si, c'est grave. On va la retrouver. Sinon, je te rembourse tout. T'inquiète. 2 jours après, je suis vraiment abattu par cette histoire. Et un pote m'appelle, il me dit, t'as checké tes messages Facebook? Je fais non, pourquoi? Il me dit, bah, il y a une parution sur votre page et je crois que quelqu'un a retrouvé ta moto. Je rentre chez moi, je me connecte sur le truc et un mec a pris une photo de cette moto sous un arbre et il nous envoie un message privé avec son numéro de téléphone. Je l'appelle, c'est un flic. Il n'était pas en service, il se baladait dans le bois de Boulogne. Son fils quitte le chemin pour aller faire pipi contre un arbre et quand il revient, il dit, papa, il y a une moto orange et bleue sous l'arbre. Il s'avère que ce mec suit notre page Facebook, dont est au courant de l'info. Il dit à son fils, ouais, c'est ça, une moto orange et bleue, ouais. Il dit, si, je te jure. Il le prend par la main et il découvre la moto, et il reconnaît la moto. Il appelle ses potes qui sont à cheval dans le bois de Boulogne, et ils nous ont ramenés à l'atelier à moto dans un... Tu sais, les caravanes dans lesquelles tu mets les chevaux. Oui, parce qu'ils sont à cheval, les mecs. Voilà. Bien sûr, et comme ils n'avaient rien pour attacher, il y avait un mec qui était assis sur la moto et qui brinque-ballait, qui a fait vomir toutes ses tripes parce que entre Neuilly et ici, il n'y a pas grand-chose, mais il faisait chaud et puis il bougeait dans tous les sens. Et ils nous ont ramené la moto, s'il te plaît. C'est la seule fois. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi votre business? C'est-à-dire que vous avez des gens qui vous demandent des choses, vous en refusez beaucoup, j'imagine, si t'en fais 12 par an. Oui, on en refuse beaucoup. Alors beaucoup de gens disent oui, c'est les petits cons, pour qui ils se prennent. Ben, en fait, on n'est pas des petits cons, on est juste des gens honnêtes avec nous-mêmes. Quand quelqu'un veut nous faire un truc qu'on veut pas faire, on dit non. Voilà. Et on n'est pas achetable. Je tiens à le dire parce que on a beaucoup entendu ça. Il y a souvent eu cette question, vous refusez du monde? La réponse est oui. Et derrière, sans savoir, les gens te disent ah mais tu te prends pour qui? Ben, je me prends pour quelqu'un qui veut pas se trahir en fait. Non, mais surtout, vous avez... Je le dis oui, pour je les le auditeurs, comprends, comprends, mais c'est très compréhensible. Je veux dire, il y a un moment où tu trouves un équilibre dans quelque chose en faisant 12 motos par an, alors que tu vends cher quand même, parce que oui. c'est cher. C'est cher, les motos qu'on fait, mais je dis pas que c'est pas mérité, je dis juste que c'est un bien sûr, précieux, etc. Et que peut-être un jour tu vas vendre encore plus cher, parce que peut-être, j'en sais rien. On n'est pas là, mais il y a un moment où vous avez aussi une forme de notoriété importante. C'est-à-dire que moi, Blitz, on m'a recommandé de t'appeler. Tout de suite, j'ai dit, ah bah ouais, Blitz, super, j'adore, mais je connais, alors que... oui, mais ça c'est pas ça qui justifiera le prix. Vous avez un ou deux concurrents? Bien sûr, de plus en plus d'ailleurs. Et qui, eux, font pas du tout pareil, généralement plus gros. Si, ils sont deux, c'est... tu parles en termes d'équipe et tout ça, on les connaît pas. Ceux que je connais de loin, je pense qu'ils sous-traitent beaucoup. Donc il y a plein de choses, notamment mécaniques, qui sont pas faites in-house, ce qui me dérange parce que ils peuvent pas. Oui, chacun sa méthode. Mais ils réclament la paternité d'un projet dont ils sont que les exécutants en fait, tu vois, ou que des prestataires d'une partie du service. Ils font pas tout. Nous, oui, à part la sellerie et la peinture évidemment, mais. Et quand t'es pro comme ça, toi. T'es un professionnel, donc t'as un garage. Je suis grâce au CAP. J'ai le droit parce que j'ai un CAP. Mais du coup, t'as une garantie sur ta moto que tu sors, c'est ça? Bien sûr, oui. Et d'accord. Et nous, on entretient les motos qu'on sort, toutes, s'il y a besoin. Et on le déplace. Et parfois, on va jusqu'en Allemagne pour un mec qui a fait une erreur où il a mis sa batterie à l'envers. Bon, on lui fait pas payer le truc. On lui dit juste la prochaine fois, tu nous appelles pas parce que t'as quand même fait une bêtise, quoi. Mais on s'est quand même fait 1000 km dans le week-end juste pour aller constater que le mec a fait une bêtise. Mais tu n'as pas une garantie à vie gratuite quand même? Si. Globalement, si. Après, si. En plus, c'est vrai. Il y a un problème de modèle économique. Parce qu'en général, c'est des petites pannes. Vu que dès le départ, la moto est entièrement refaite à neuf avec que des pièces neuves, il n'y a pas de raison qu'il y ait des si le mec il roule comme un barbare. Mais encore une fois, c'est pas des motos faites pour rouler comme un barbare. On les prévient. Évidemment, si le mec vient nous voir en disant voilà, j'ai serré le moteur et qu'on se rend compte qu'il n'avait pas mis d'huile et qu'il a donc pas entretenu sa moto, là on lui facturera. Mais c'est jamais arrivé en 8 ans. Ce qui est arrivé, c'est qu'un câble de gaz pète, qu'une ampoule grille, et que le mec sache pas la remplacer, qu'un mec nous dise ouais, la moto démarre plus, donc on se déplace et on se rend compte qu'en fait il a pas ouvert l'essence. Donc il a vidé la batterie, a tenté de démarrer une moto qui n'aurait jamais démarré parce qu'il n'y a pas d'essence. Qu'est-ce qu'on fait? On lui recherche la batterie, on lui dit voilà, la prochaine fois tu fais gaffe. Voilà, tout l'essence comme ça. Même si chaque moto qu'on fait est livrée avec une notice d'explication par mail très longue, très exhaustive, dans laquelle on dit comment démarrer à froid, à chaud, comment recharger sa batterie, quelle essence mettre, comment checker son niveau d'huile, à quel moment le checker, pression des pneus, type de bougie et tout ça, bien sûr. Oui, mais on a pensé à ça parce qu'on savait bien que les gens à qui on avait affaire n'étaient pas des pros de la mécanique. J'espérais que tu accepterais de refaire mon Burman 650, mais je pense que... C'est compliqué. C'est compliqué. Un Burman, c'est compliqué. Je te cache pas. Il est trop beau. Non, mais au Japon, ils font des très beaux trucs. C'est vrai? Oh là là, oui. Des motos façon Akira, mais ça vient que du design en fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de changer, je te dis,
de travailler au cœur du moteur parce que c'est ça au départ qu'on aime. Donc nous, toutes les motos qu'on fait, encore une fois, c'est pas que peindre un cadre et un réservoir. Hein. Ça, globalement, aujourd'hui, tous les petits garages qui se sont créés depuis le font. Par contre, changer un embiellage, changer une pompe à huile, changer un arbre à cam, une chaîne de literie, un tendeur de chaîne de literie, ça, je suis pas sûr que tous ces mêmes garages le fassent. Et s'ils le font, tout le monde. Et s'ils le font, ils le font faire en plus. Et du coup, tes journées, c'est quoi? T'arrives le matin, tu bosses sur une moto, comment vous organisez? Qu'est-ce qui gère le commercial? Clairement, le commercial, s'il y en a un, c'est moi, c'est pas Hugo, parce que d'abord Hugo parle pas très bien anglais, moi je parle couramment, et qu'aujourd'hui on a plus de 60% de nos clients qui sont pas français. D'accord. Donc là, typiquement, on est en train de finir 5 motos. Sur les 5 motos, il y en a 3 qui partent à l'étranger. Sur les 5, on travaille toujours sur 5 motos en même temps. Okay. Sur les 5 prochaines, c'est un batch qui commencera en septembre, qui sera fini a priori mars 2019. Il y a 2 Italiens, un Allemand et 2 Français. Voilà. Donc on a beaucoup plus maintenant d'étrangers que le reste. Donc le commercial, c'est moi. Tout le marketing, enfin, je fais pas de marketing, mais toute la partie online, c'est moi. Donc le site, le design, la conception. Je participe à la conception, mais je n'ai pas les mains dans le code, enfin dans le dur du code. Je sais faire un peu d'HTML, ça s'arrête là. Tout le back-office avec les clients qui nous posent des questions ou les journalistes qui nous posent des questions, ça c'est moi. Donc le seul qui répond aux mails, en fait, c'est moi. Au mail adressé à Blitz. Instagram et Facebook, forcément, t'imagines, c'est moi, c'est pas Hugo. Et vous bossez jour ouvrable du lundi au vendredi. Moi, j'arrive vers 10h, 10h30 parce que le matin, justement, je fais les mails qui sont tombés dans la journée. Ouais. Je fais les mails une fois par jour, le matin. Okay. Une fois que j'ai fermé mon ordi, je les rouvre que le lendemain matin. Okay. Et je fais aussi la compta, parce que quand on vend des trucs sur le site, donc des t-shirts, des casquettes, faut établir des factures, faut les envoyer. Donc ça, je le fais. Voilà. C'est très artisanal, mais je le fais, ça me plaît. Et ensuite, quand j'arrive à l'atelier, en général, Hugo est déjà là. Et puis le mec, ça lui plaît la compta, quoi. Il adore ça. Il est fait pour être comptable, je te jure. Et en fait, à ce moment-là, on a les chantiers en cours. Donc, soit on démonte des motos, soit on en remonte d'autres, soit on prépare des cadres, ou alors on va chercher un cadre en peinture, ou on va chercher des... D'accord, vous êtes, comme tu le disais, cadré avec plusieurs modèles en parallèle. En fait, ce qu'on veut, c'est optimiser notre déplacement chez nos prestataires, notamment chez le peintre. Donc, c'est pour ça qu'on prend 5 motos, pas plus, parce qu'au-delà, c'est le bordel. Pas moins, parce qu'en dessous, ça fait une liste d'attente de plus d'1 an, et on s'est rendu compte que les gens, ils sont pas prêts. Attendre 1 an, ils peuvent. Plus d'1 an, c'est compliqué, parce que psychologiquement, il se passe un truc. Et donc, quand on amène une moto en peinture, on en amène 2 en peinture. D'accord. Comme ça, on se déplace pas pour une moto. Et quand on récupère ces 2-là, on ramène les 3 autres. Okay. Tu vois, on essaie de voyager à plein au maximum en général. Voilà. Et Hugo fait aussi beaucoup de commandes en ligne. Lui, il est très, très bon là-dedans. Moi, ça me saoule maintenant d'aller sur les sites marchands pour acheter. À l'étranger. Ou même en France, mais oui aussi à l'étranger pour acheter le câble de gaz, la bonne pièce. Et puis lui, il est très en relation avec les constructeurs Yamaha, Kawasaki, BM pour acheter les pièces d'origine quand c'est des pièces moteurs. Ouais. Et là, il connaît par cœur. Il a un petit logiciel qu'on lui a donné où il rentre dans les fiches techniques des modèles, selon l'année, machin, et puis il va sur le schéma éclaté du moteur, il sait qu'il veut cet écrou-là, et donc après, il copie-colle la référence, il fait un mail, et ensuite on commande et on se fait livrer. Et du coup, sur le côté, j'ai compris ton point sur le management et les employés, mais il n'y a pas un moment où, alors peut-être que ça viendra, mais il n'y a pas un côté transmission, un moment, le fait de se dire Blitz pourrait vous survivre, avoir des tu vois? Ouais, bien sûr. Alors, quand au début, on nous l'a posé, on avait tendance à dire, aujourd'hui, c'est pas un sujet. Et je vais te répondre qu'aujourd'hui, c'est pas un sujet, sauf qu'en fait, on se rend compte qu'on a fait la transmission, mais c'était pas du tout prévu. En fait, quand on a créé Blitz, on était déjà connus par nos petits copains autour de nous, en fait. Et parmi nos copains qui nous connaissaient, il y en avait quelques-uns, un en particulier, Clément, et son ami Arthur, les deux, qui faisaient un peu de réal. De petits films comme ça. Et un jour, ils nous disent venez, on part pendant un week-end et on va aller rouler ensemble et puis on fera des images comme ça. On dit ok, alors faisons ça. Donc on est parti au mois de septembre tourner des images à la fin de l'été indien en France et un peu en Espagne, de nous 4, Hugo, Arthur, un pote à nous et moi-même, filmé par Clément et un copain Donald en train de rouler quoi. Et puis 3 mois après, ils nous convoquent, Arthur et Clément, dans une petite boîte de prod à l'époque, qui est maintenant grosse. Et ils nous disent, sur un petit écran de contrôle, avec plein de claviers de toutes les couleurs, tenez, regardez ça. Et donc ils mettent play, et ça dure 4 minutes 20, et ça s'appelle Riding September, parce qu'on est parti rider en septembre, et on s'est pas cassé les lunettes. Et à la fin, je me souviens, je dis, waouh,
J'aimerais bien être ces mecs. Et je me souviens très bien que un des 4 protagonistes qui était dans la salle avec moi m'a dit mais c'est nous en fait. Hein. Je n'arrivais pas à le réaliser. C'était tellement beau ce film, c'était tellement onirique, ça donnait tellement envie de partir sur la route. Et ce film, on a dit ok on le met sur Vimeo parce qu'à l'époque c'était ça l'idée. On voulait être sur une plateforme très professionnelle. Et premier jour 20 000 vues, deuxième jour 20 000 vues de plus. On se dit mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Je crois qu'aujourd'hui il est sur toutes les plateformes. C'est pas nous qui l'y avons mis. Nous, on l'a mis que sur Vimeo. Je confirme que tu tapes Riding September, tu vois, c'est tout de suite mis sur Blitz. Voilà, et ça fait en cumulé plus de 1 million de vues. Et encore aujourd'hui, quasiment 7 ans après, on reçoit des mails de gens qui nous disent merci, parce que ça m'a donné... C'était ça que j'attendais de la moto et que j'avais jamais obtenu du monde de la moto. Ces images-là, de vous en train de cruiser sur des routes presque sans casque. On a des casques, mais c'est presque ça. Cruiser à 60 à l'heure dans le désert, dans la forêt, faire un dîner avec vos copains, parce que c'était un ragoût de sanglier, je me souviens qu'on avait mangé à minuit, bref. C'est ça l'idée, en fait. Et la transmission, en fait, elle est là, parce que aussi bien l'idée de rider de cette manière-là, que de fabriquer ces motos-là, ça a été transmis par ce petit clip-là. On en a fait plein d'autres après. Mais c'est celui qui a ouvert la brèche et qui a permis à plein de jeunes mecs de 20-25 ans de s'acheter des outils, de s'acheter une vieille bécane et de tenter de se la transformer pour soi et de partir à l'aventure. Et je crois que la transmission, c'est pas donc juste un savoir académique, la mécanique, 4 temps, c'est au-delà de ça, c'est une philosophie, c'est de se dire, ce que je te racontais, pourquoi payer 20 000 € un voyage à Bora Bora quand tu peux te payer une moto... non, mais quand tu peux partir pour beaucoup moins et revenir avec des souvenirs beaucoup plus puissants que simplement les photos que tu as mis sur Facebook de tes pieds à la piscine, tes pieds à la plage et tes pieds au resto. Parce que, par exemple, moi, je fais aucune photo de mon voyage, j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Mon téléphone, il est tout au fond du sac, derrière la moto, et il me servira en cas d'urgence. Par contre, je reviens avec des histoires à raconter que personne n'a pu vivre. Ouais. Moi, des histoires, je peux t'en raconter, mais elles sont toutes vraies. Elles se terminent toutes bien, parce que je suis encore là. Mais si tu m'avais dit, tu sais que si tu pars sur cette route, tu vas vivre ça, je t'aurais dit, bon, alors je pars pas alors. Pas parce que c'était dangereux, parce que c'était juste challengeant. Ouais. Et quand tu te challenges un peu, en te retrouvant au milieu de nulle part. Je montre notre DA qui part, Michael Beyo, excellentissime, habillé en biker derrière. Oui, exact. Voilà. Je confirme. Et quand tu pars et que je te dis que tu prends plus d'outils que de vêtements et qu'au milieu de la pampa espagnole, t'éclates ton faisceau électrique et que par 40 degrés à l'ombre, en transpirant comme un âne, avec des bouts de film que tu récupères sur la route, tu arrives à repartir et à rentrer à Paris, je peux te dire que t'es le héros de ta vie. Hein. Et que quand tu fais un dîner dans une grande table comme ça et que tout le monde raconte un peu ses vacances, alors t'as fait quoi? Et qu'à un moment arrive ton tour que t'as pas demandé à prendre la parole et qu'on dit mais toi t'as fait quoi? Et que tu racontes ça, il n'y a pas photo en fait. Les gens, ils aimeraient vivre ce que tu as vécu. Donc je crois que la transmission pour moi, c'est pour ça que je te dis, on n'a pas du tout envie forcément de transmettre cette vision qu'on a de la moto à fabriquer auprès de jeunes petits gars qui voudraient faire un CAP, BTS, j'en sais rien. Par contre, un truc beaucoup plus global et général sur envisager le déplacement, envisager son rapport à la nature, parce que crois-le ou pas, mais quand tu fais de la moto, tu es en rapport avec la nature. Envisager son rapport au temps, envisager son rapport à la consommation et à la connexion avec l'être humain. Oui, parce que quand tu voyages sur des routes nationales, qu'elles soient en France, en Espagne, en Écosse, en Allemagne ou au Danemark, tu rencontres des gens. Quand tu routes sur l'autoroute, quand tu es dans un avion, tu rencontres personne. Tu es seul dans ta bulle avec ton iPod et ta tablette. Là, non. Parce qu'à un moment, quand tu vas crever, tu vas avoir besoin que le paysan du coin, il roule avec son tracteur sur le bout de ton pneu pour le faire déchausser, pour qu'à la main, tu arrives enfin à enlever ton pneu, atteindre la chambre à air, trouver une rustine chez un mec, parce qu'évidemment, il n'y a pas de Décathlon autour, réparer et repartir. Et je te le dis parce qu'on l'a vécu. J'ai l'impression que depuis que ton père t'a regardé du coin de l'œil en se disant, mec, tu vas pas faire ce truc-là, tu t'es parti dans une grande aventure, en fait, que ce soit professionnelle, personnelle. Ou personnelle, bien sûr, ouais. Il y a un monsieur que je respecte énormément aussi, qui s'appelle Shinya Kimura, qui est un japonais qui a beaucoup œuvré pour la transformation de la moto et pour la philosophie, parce que évidemment, quand t'es japonais, tu mets de la philosophie partout, et lui, il le fait, vraiment. Et on a eu la chance de faire un énorme long métrage sur plein de mecs qui font ce qu'on fait ailleurs, en Espagne, aux États-Unis.
Et lui est un Japonais qui s'est expatrié depuis quelques années aux États-Unis. Et à un moment, dans ce docu, donc lui parle en japonais, ce que j'adore en plus phonétiquement. C'est tellement beau. Et donc c'est sous-titré. Et en gros, il dit que il y met tellement de lui dans les motos qu'il fabrique. Lui, il me fait une moto par an. C'est des motos à 200 000 euros, mais c'est une moto par an. Il met tellement de lui que pour améliorer sa moto, il doit d'abord s'améliorer de lui. Ben, ouais. Tout est dit en fait. Si dans le travail que tu produis, tu t'impliques pour améliorer ta qualité de travail, tu es obligé de t'améliorer toi. Et comment tu t'améliores toi justement? Alors par d'autres choses, tu disais que tu faisais du sport, trois sports. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est juste une ouverture au challenge, à l'inconnu, ce que j'étais pas avant, au voyage, aux rencontres, ce que j'étais pas forcément avant. Les rencontres, oui. Tu sais que c'est un truc qui revient énormément dans ce podcast, l'ouverture à l'inconnu. C'est un aventurier qui s'appelle Eric Bellion. Mais je le connais. Tu le connais? Ben, on a fait un TEDx ensemble. Il est navigateur. Exactement. Il est génial, ce mec. Et tu l'écouteras. Allez, 2 pas vers l'inconnu. C'est ce qu'il défend. C'est vraiment exactement ça. Et il est super. C'est un très bon orateur en plus. Ouais. Et oui, parce que en fait, il n'y a pas meilleur moyen de te connaître, toi, et ce que tu vaux, que quand tu vas vers l'inconnu. Ça paraît débile et t'as l'impression que c'est un mauvais coach d'équipe de Ligue 1 qui dit ça. Non. C'est putain de vrai en fait. Enfin, moi, je l'ai vécu. C'est-à-dire que je te dis quand non, mais parce qu'en plus tu le dis, tu vois, c'est facile. On en parle comme ça en fait avec chaque invité que j'ai sur ce podcast. Dans leur manière de parler, tu vois, j'ai même pas rebondi là-dessus. Mais il y a quand même un moment où tu quittes un job avec 50 personnes que tu manages. Tu gagnes bien ta vie. Oui, t'as une passion, il y a un truc, mais là, après coup, tu vois tout ça, mais t'as quand même des doutes à ce moment-là. Même si tu vas vivre un truc, tu sais pas si ça va marcher. Mais non. Enfin, c'est pas des doutes bloquants en tout cas. Tu te dis, si ça marche pas, je reviendrai à ce que je savais faire avant. C'est pas un problème. Ouais, mais alors ça, c'est vraiment une question d'état d'esprit. J'essaie de pas dire mindset, mais parce qu'on me reproche de les anglicismes un peu. Ouais. Mais c'est une question d'état d'esprit. C'est-à-dire que, je veux dire, beaucoup de gens ont peur de ça. Beaucoup de gens ont peur de quitter leur truc parce que eux, ce qu'ils kiffent, c'est je sais pas, le parapente, c'est pas une passion peut-être dont tu peux vivre. J'en sais rien. Si, probablement. Tu peux devenir instructeur ou je sais pas quoi. Mais se dire, moi, je kiffe tellement ce truc et je veux faire ça. Qu'il faut que j'abandonne mon métier. Alors t'es pas obligé, il y a des gens qui peuvent vivre avec les deux et leur métier s'ils aiment leur métier, mais je veux dire, il y a des gens qui voudraient tellement faire autre chose et qui sont enfermés. Oui, mais tu sais bien comment c'est la société de consommation aujourd'hui. Tu es enfermé parce que tu as des traites, parce que tu as des enfants, parce que tu as un train de vie et que si demain tu as ton train de vie, est-ce que tout le monde va te suivre dans cette galère? C'est pas évident. Moi, je les juge pas, les gens qui font pas ça. Mais je les juge pas. Je dis juste que alors, et en plus, j'ai appris une chose avec le temps. C'est qu'à un moment, je voulais que tout le monde soit entrepreneur. Et ça, c'est une connerie. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Non, mais je sais. Puis c'est très dur, en fait. On le dit pas. Mais il y a des moments où tu vis des moments durs quand tu es entrepreneur. Tu les as peut-être pas vécu, peut-être cette chance, mais il y a des hauts, des bas. Il y a des moments où tu revends un truc, tu repasses à autre chose, tu fais une nouvelle truc, et puis et il y a des gens qui sont pas du tout faits pour ça. Mais bien sûr. Et donc, mais oui, moi j'ai mis un peu de temps à le réaliser. Moi aussi. Donc ça, je suis tout à fait aligné maintenant. Il y a des gens qui peuvent être faits pour ça, qui ont très envie de faire des choses et qui se disent oui, mais je pourrais plus payer mon emprunt, je pourrais plus. Mais vends ton appart si tu peux plus payer ton emprunt. Tu sais, tu vois. Oui. Moi, j'ai envie de te dire, si t'es vraiment fait pour un truc, inéluctablement, par les rencontres, par les podcasts que tu écouteras, par des vidéos TED ou par des choses inspirantes qui te tomberont sur le coin de la gueule ou que tes potes t'enverront, écoute ce truc, lis ce truc, ça te parlera. Il y a un moment où petit à petit, ça fait son chemin. Moi, je me souviens très bien que quand j'ai commencé à faire Blitz avec Hugo, un journaliste est venu nous voir, Thomas il s'appelait, et donc il fait un reportage, un journaliste du monde de la moto, sur ce qu'on faisait parce que c'était nouveau à l'époque. Donc, voilà. Puis à un moment, il me dit, t'as entendu parler de ce mec? Alors, il me donne le nom du gars, et je dis non. Il me dit, il a écrit un livre incroyable, qui s'appelle L'éloge du carburateur. Alors, je dis ok, et il me l'offre. Et le fait est que ce type, dont le nom, évidemment, m'échappe maintenant, L'éloge du carburateur Bref, bon, donc et c'est dingue parce que un type qui a un double doctorat du MIT de Boston, qui bosse dans un think tank, se met à tout quitter, en l'occurrence pour s'occuper des vieilles motos japonaises dans le Missouri, je crois, le Montana. Enfin, je l'ai lu il y a longtemps maintenant, mais
Et ce mec écrit son parcours. Matthew Crawford. Matthew B. Crawford, exactement. Et il écrit son parcours et je me dis, oh, ce mec que je ne connais pas, on ne s'est jamais vu, on n'est pas du même pays, on pense exactement la même chose au même moment. Alors moi, j'avais déjà fait la bascule, mais je me dis, si je l'avais pas faite, ce livre m'aurait peut-être aidé. Nous, on a un entrepreneur qui était parti pour être un grand homme politique a priori, parce qu'à 30 ans, il était déjà dans un cabinet ministériel assez important, et il était fan de vieilles chaussures françaises, et il a tout quitté pour créer sa marque, qui s'appelle Mauban. Il s'appelle Édouard, lui. Et un jour, on a collaboré sur une paire de chaussures parce qu'un jour, il nous a envoyé via Instagram un petit message en disant « J'aime beaucoup ce que vous faites, tout ça. » Donc, je dis « Merci. Bah, toi aussi, je suis allé voir, c'est cool. » Il me dit « Mais en fait, moi, je vous dois ce que je fais parce que c'est en écoutant votre parcours dans différentes interviews que je me suis dit que moi aussi, j'allais le faire. » Et donc, quel que soit la petite pichenette que tu vas prendre dans l'épaule, il y en a une qui arrivera un jour ou l'autre. Est-ce que ce jour-là, tu seras réceptif? C'est une autre question. Mais il y a toujours un truc, un alignement de planètes, des circonstances qui font que... Oui, mais quand elles arrivent, il faut savoir le percevoir et le prendre en chemin. Parce qu'il y a plein de gens qui trouvent les bonnes excuses. Bien sûr, mais tout dépend de ton cheminement intérieur. Oui, tout à fait. Et tout dépend du niveau de satisfaction que tu continues d'avoir de ta vie d'aujourd'hui. Tout à fait. Et je pense qu'il y a un moment où pour pas péter un plomb, pour pas avoir de regrets, bah tu fais le saut. Et ce qui est marrant, c'est que dans ton parcours, on voit pas de saturation sur la vie d'avant nécessairement. Jamais. C'est-à-dire que tu as aussi un parcours très optimiste. On va aller au bout de ce truc. Je voudrais juste... Tu disais que tu buvais pas, tu fumes pas. Jamais de ma vie. D'accord. Choix... Ouais. Je voulais pas... tu sais, quand t'es en école de commerce, t'as quand même les bières à 1 franc à l'époque. Hein. Ouais. Et quand tu vois les mecs et les filles, ce qui deviennent après 14 pintes de bière, tu dis, ah ouais, je veux pas être ces mecs-là. Ouais. Parce que moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport et que le lendemain matin, parfois, t'as un match, un entraînement, et puis parce que t'as une opinion de toi qui fait que t'as pas envie Il y avait un truc, je me souviens, ça me terrifiait. Le poisson pané, ça s'appelle. Donc, en soirée, dans la cafette de l'école de commerce, t'es bien transpirant, t'es bien imbibé de bière intérieur-extérieur, et d'un coup, parce que il y a par terre un peu de sueur, tu te roules par terre et tu te relèves et t'es couvert de sueur qui colle. Dégoûtant. Je me dis, ouais, voilà, ah ouais, et en plus, vous trouvez ça cool. Ok. Donc, j'étais le mouton noir, je te le cache pas. Ouais, t'es un peu exclu, quand même. Ouais, mais je m'en foutais. Parce que je trouvais mon équilibre ailleurs. Je te dis, le sport, les rencontres. Moi, j'avais rencontré. C'est marrant parce que c'est presque surprenant avec le style et le côté, ah oui, bien sûr. Blitz, c'est pas de tatouage, barbu, casquette, tu t'attends, t'as la bière, le tatouage tous les soirs, et les machins. Mais non, rien du tout, moi. Moi, je me couche à 23h, parce que c'est comme ça. Je fais autant que faire se peut, 3 à 4 heures de sport par semaine, si je peux. Ouais. Ça, c'est aussi une... Tu dors jusqu'à quelle heure, du coup? Tu dors beaucoup? Oh non, je me lève à 7h15, 7h30. Ouais. Mais oui, alors ça fait des 8 heures. Par contre, voilà. Mais à l'époque, quand je chantais beaucoup, que je faisais tout ça, comme je picolais pas du tout et que je fumais pas du tout, moi je me réveillais. Au pire, j'avais les yeux qui piquaient un peu. Et j'avais pas mon corps qui me disait arrête, quoi. Et aujourd'hui, quand je vois les gens qui, à 25 ans, sortaient comme des fous et qui ont 45 comme moi aujourd'hui, je me dis ah ouais, je suis pas sûr qu'ils vont courir le 100 mètres en moins de 20 secondes. Tu vois? Et je suis pas sûr qu'à la fin, ils vont pas crever. Mais après, c'est des choix et chacun vit avec les siens. Mais j'ai jamais eu ce besoin d'appartenir à ce groupe-là. Et en fait, j'ai jamais eu l'envie ni le besoin d'appartenir à aucun groupe. D'accord. Alors, de fait, barbu, casquette, hipster, travailler avec ses mains, la moto, tout ça. Le groupe des mecs qui font de la moto avec le Becker et tout ça. Bien sûr, mais les road trips, à combien on est à ton avis? Je sais pas. 2, 3. Voilà, on n'est pas en groupe. Parce que c'est pas mon truc. C'est vraiment pas mon truc. D'accord. Alors, encore une fois, les gens adorent étiqueter les gens. Donc, on a étiqueté hipster, tout ça. Ok. Je sais même pas de me battre contre ça, je m'en fous en vrai. Je dis juste que moi, tout ce que je vois de mon parcours à moi, c'est que jusqu'à présent, j'ai jamais été dans la dépression et la tristesse parce que je crois que j'ai toujours su j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment et que j'ai su écouter ce qu'elles avaient à me dire quand elles avaient à me le dire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. C'est est-ce que quand on te montre un signe, tu le vois? Moi, je crois que si je l'ai pas vu, en tout cas, j'ai des gens qui m'ont bien fait prendre conscience qu'il était là, le signe. Et que donc, toutes ces transitions, de passer d'adolescent à adulte, d'adulte à salarié, de salarié à entrepreneur, tout ça, c'est à chaque fois fait en douceur avec le sourire. Et c'est important.
de le dire aussi. Et ça vient d'où, ça, tu crois? Je sais pas, peut-être d'une façon d'envisager la vie, d'une éducation qu'on a reçue, d'un amour parental dont on a été entouré avec ma sœur, où finalement, c'est pas qu'il y avait rien de grave, hein, bien au contraire. Notre père était très strict, même d'ailleurs notre mère, mais il y avait quand même de l'amour, et puis surtout, il y avait pas de castration, quoi. Genre, bon ben moi je joue au tennis en compète. Quand je perdais, si je m'énervais, je me prenais une tawa par mon père déjà. Parce qu'il n'aimait pas que je m'énerve, même si lui s'énervait aussi. Mais si je perdais un match, c'était pas la fin du monde, quoi, tu vois. C'était pas... Je crois qu'on a appris à relativiser avec le regard de nos parents, qui étaient surtout là pour se marrer. Parce que ils ont fait partie de cette génération de parents qui se sont occupés à chaque anniversaire de 40 enfants. Toi, t'as les enfants. Ouais. Ça t'arrive combien de fois par an maintenant d'occuper les enfants des autres? Aux anniversaires, un peu. Ouais. Donc... mais les pique-niques... un peu moins, en effet. Ouais. En effet. Moi, j'ai eu des parents, on habitait dans une résidence, une piscine de résidence. Toujours du monde chez moi, oui. Non, mais, sûr. Tu vois, une piscine de résidence où on était, je sais pas, 40 enfants, mais surexcités à jouer, à courir autour de la piscine, machin. Et mon père, après le boulot, en été, il terminait plus tôt, il arrivait à 17h30, et avec le maître nageur, il mettait une chemise hawaïenne, des grosses lunettes énormes, des palmes, et il faisait rire tout le monde. Et avec le recul, tu te dis, mais comment ils trouvaient l'énergie après une journée de boulot d'aller dans la furie de 40 gamins qui sont excités pour pas les surexciter encore plus parce qu'ils faisaient des bombes, ils faisaient des concours de tarte à la crème. Mais en fait, parce que c'était un enfant. Voilà. Vous avez peut-être ça un peu en commun, j'ai l'impression. Oui, non, mais c'est ce que j'allais dire. Je pense que les chiens, ils font pas des chats. Et moi, quand s'il faut se rouler dans l'herbe avec mon neveu d'1 an et demi, je le fais tout de suite. J'ai même pas de question à me poser, je vais me salir, je m'en fous en fait, c'est pas grave. Ouais. On saute dans les flaques, c'est ça qui est cool. Moi, je suis le tonton qui fait les choses que sa mère lui refuse de faire. J'ai le beau rôle, mais je le fais. Donc, je sais pas si ça explique tout ça, mais ouais, si t'essayes d'être assez positif et de te dire que oui, ok, des galères, il y en a, mais il y a toujours un truc. En fait, les road trips t'apprennent ça. Tu pars en road trip et tu sais qu'il va y avoir une galère. Le temps, la panne, je me perds, je crève. C'est pas une panne, crever, c'est encore pire. T'es vraiment dans la relativisation. Sauf que tu te dis, ok, d'accord, j'ai crevé et je suis au milieu de nulle part et j'ai pas les outils. Bon, je vais pousser la moto jusqu'à un fermier. On va trouver un moyen. Ok, je devais arriver ce soir à Biarritz. Eh tu sais quoi, j'arriverai demain. Est-ce que c'est grave? Non. Mais c'est marrant parce que c'est des choses que tu vis alors d'une autre manière, mais que j'ai pu relativiser de ma part sur des parcours d'entrepreneur en grossissant, en gérant des gens. Parce qu'il y a un moment où je suis passé par ce moment où je voulais plus gérer personne. Ouais. Je voulais bosser que pour moi. Ouais. Et plus avoir de bureau et être un digital nomade. Ouais. Et puis ça m'a passé. Et en fait, il y a un moment où aujourd'hui, quand j'ai des merdes dans le boulot, tu vois, ou même des gens qui me disent que j'adore, mais qui ont une super opportunité ou qui veulent partir s'installer à San Francisco et qui bossent chez moi. Qu'est-ce que tu veux? T'as 27 ans, tu veux partir bosser dans une start-up à San Francisco? Je vais pas te dire, moi j'aurais rêvé de faire ça, donc je vais pas lui dire, non, t'es con, fais pas ça, tu vois. Donc tu relativises, tu dis oui, vas-y, super. Sûr. Et en fait, c'est du challenge, c'est du défi, c'est comme cette roue que tu dois changer, cette pièce que tu veux. Et je pense que c'est aussi une manière d'appréhender la vie. En fait, plus tu te confrontes à l'inconnu, à l'indicible, au non prévu, et surtout, plus parce que tu t'y es préparé académiquement, que ce soit la mécanique ou autre chose, tu arrives à résoudre ce problème. À chaque problème résolu, t'en sors grandi. Ouais. Et tu te dis, en fait, ça valait pas le coup que je m'énerve ou que je perde mes moyens. La preuve, et j'y suis parvenu. Alors oui, j'ai perdu un peu de temps, j'ai perdu un peu d'énergie, mais c'est pas grave, on repart. Ouais. Voilà. Et du coup, Fred, où est-ce qu'on te suit? On te suit surtout au travers de Blitz. On peut te retrouver, toi, sur les réseaux sociaux, sur moi, Instagram. Perso, j'existe pas. T'existes pas? Non. J'ai été obligé de de réactiver mon compte Facebook pour créer la page Facebook de Blitz. Ouais. Mais je n'y vais pas. Non. Blitz existe sur Facebook et Instagram. D'accord. Voilà. BLITZ. Ouais, voilà. Motorcycle. Motorcycle en anglais, exactement. Mais non. Il y a le site, évidemment. Oui. Ouais. Mais il y a pas de blog sur le site. Il y a quand même plein d'images, de choses, de vidéos. C'est bourré de photos de nos voyages, des motos qu'on fait, et il y a plein de vidéos, mais il n'y a pas de blog, non, parce que c'est trop de boulot, et puis c'est pas notre rôle de prendre la parole tout le temps, en fait. Nous, on prend la parole quand on a quelque chose à dire.
Et il y a plein de moments dans la vie, plus de moments où on n'a rien à dire que de moments où on a quelque chose à dire, d'ailleurs. Donc, non, il n'y a pas de blog. Non. D'accord, on te suit sur les réseaux sociaux, oui, voilà, Instagram et Facebook. C'est ça. On va sur le site, vous verrez les belles photos. C'est des très belles photos d'un ami à nous qui s'appelle Laurent Nival, qui a fait de très jolies photos. Toutes les motos sont dessus, on les retrouve toutes. Toutes, bien sûr. Oui, elles sont catégorisées par ordre chronologique. Et ensuite, tu peux faire, si tu veux, une recherche par marque pour aller plus dans le détail des marques. Mais c'est toujours la même signature, c'est Hugo qui fait les photos. Hugo ou son petit frère au début, Gary, sur notre mur rouge et blanc. C'est devenu aussi une signature avec le temps, en fait. Mais il n'y avait pas de volonté de DA là-dessus. C'était juste, on voulait présenter notre travail, mettre en avant les détails qu'on savait faire. Voilà. Elles sont tellement cool. Bah écoutez, écoute, si tu trouves cool, tant mieux. Ah bah ouais. Non, bah on s'amuse encore une fois. On s'amuse à faire des choses qu'on n'a pas vues et qu'on aurait aimé que les marques nous proposent et qu'elles n'ont jamais proposées. Voilà. Eh ben c'est cool, vous avez l'air de vous éclater. Je suis ravi de t'avoir reçu chez Cosa Vostra pour Génération de Do It Yourself. Fred Jourdain, donc de Blitz Motorcycle. Allez-y, suivez-les parce que vous verrez, il y a plein de belles images, plein de belles aventures. Alors on parle qu'en anglais, beaucoup nous le reprochent. Alors je tiens juste à dire que 80% des gens qui suivent Instagram ou Facebook ne sont pas francophones. Alors au début, on avait un site en double langage et c'est trop le boulot. Donc en fait, on fait tout en anglais. Voilà. Okay. Mais c'est pas pour montrer à quel point on est bon en anglais, c'est juste que c'est la solution de facilité. Oui, quand tu as une majeure il n'y a pas de snobisme derrière. Non, parce que des gens nous disent mais vous êtes français, vous devriez parler français. D'accord. Ouais. Oui, non, mais il y a un côté très pragmatique aussi. On gère plus d'anglais, donc. On gère plus de non francophones. Hein. C'est aussi peut-être un problème qu'on a en France parce qu'on a un pays qui est suffisamment gros pour que la langue soit importante, mais quand tu es en Hollande ou quand tu es en Suède, finalement l'anglais c'est vraiment très naturel en fait. En Allemagne, t'inquiète pas que le pays est important, ils ont pas de problème avec l'anglais. Non, c'est juste que je crois que on nous a tellement appris que le français avait été une langue universelle, je te jure que je pense que c'est dans nos gènes, on croit que c'est l'est encore quoi. C'était sous Louis XIV, tu vois. J'espère que mon père écoute pas ça parce qu'il le croit encore. Je Merde. Désolé pour ton papa. Mais bon, voilà. Donc, papa, je t'aime. Tout est en anglais. Et du coup, super. On te suit partout. Je te remercie. Merci d'avoir posé ces questions parce qu'il y avait plein de questions auxquelles j'avais jamais répondu jusqu'à présent. Eh ben, écoute, j'en suis ravi. Je suis content. J'ai passé un très bon moment. Moi à aussi. tous, je vous remercie de suivre Génération Do It Yourself, de le noter, de le partager, tout ça. Noter sur 5 sur 5 sur iTunes, c'est hyper important pour moi. Et puis voilà. Salut Fred. Merci beaucoup. Salut, à bientôt. Bonne soirée. Ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.